Gilles Diedrich, bonjour. Bonjour Olivier. Merci beaucoup pour ton temps et qu'on va passer à discuter un petit peu de plein de choses, puisque tu es un être multifacette, comme on le verra, avec plein de compétences dont j'ai hâte de discuter. Mais avant tout, on va faire, si tu veux bien, un petit jeu à la pivot des 10 questions que je pose à tous mes invités. Et puis comme ça nous permettra de voir un peu comment tu te situes. Et puis ça permettra aux gens qui ne te connaissent pas encore de voir déjà, d'un point de vue spirituel, comment tu te situes. Donc la première question, c'est qui es-tu, Gilles, dans cette incarnation? Je dirais d'abord que je suis un enfonceur de porte. Je suis le bûcheron de service pour apporter, depuis que je suis né pratiquement, des idées qui ont dérangé, parce que moi je communiquais déjà avec des défunts. De 0 à 7 ans, c'était tellement prégnant que j'en parlais autour de moi et qu'il ne fallait pas que j'en parle parce que ça n'existait pas. Sauf mon père, lui, qui était un peu médium, qui comprenait, mais qui me disait que ça portait des problèmes. Après, dans l'adolescence, j'étais plus à parler du vol astral parce que j'avais ça naturellement. Je me posais pas de questions, je voyageais et je voyage toujours d'ailleurs. Mais c'était quelque chose, il faut s'imaginer, je suis né en 58. Dans les années 70, on va dire qu'on c'était même pas le New Age, c'était quelque chose de totalement abstrait. Le seul qui abordait ça à l'époque et que j'avais commencé à lire, c'était Castaneda, finalement. C'était le disciple de Don Juan, Don Gennaro. Et après, il y a eu Monroe. C'était l'ethnologue américain, mexico-américain, qui, en fait, dans la réalité, la vraie histoire était quelqu'un branché par la CIA pour aller faire une étude auprès des chamans mexicains qui obtenaient des résultats assez incroyables, alors au niveau de la médecine, au niveau du voyage chamanique. Ça les intéresse énormément et donc il a travaillé et puis finalement il est rentré plutôt dans le chemin d'enseignant lui-même petit à petit. Donc il a rompu tous les amarres au fur et à mesure avec tout ce qui était vraiment contrôle étatique et jusqu'à sa mort il a enseigné ça. Et après, il y a eu Dr Monroe qui a travaillé aux États-Unis sur la recherche aussi du vol astral. Donc, il y a eu quelques livres, il y a eu quelques enseignants, dont un qui est ici pas loin, à Saint-Malo, Jean-Yves Noël, qui avait été travailler là-bas avec Drouot aussi, et qui avait ramené ça, qui enseignait ça. Donc, j'ai appris aussi à ce moment-là d'autres techniques, et surtout par rapport à l'hypnose spirituelle. Mais ça, c'était il y a maintenant 35-40 ans. Et on n'en parlait toujours pas. Moi, je voulais enseigner aux enfants le yoga, la méditation. Je passais pour un fou. Donc, il a fallu que, j'avais 25 ans, il a fallu que je rentre dedans pour au fur et à mesure trouver les profs, les enseignants qui acceptent. C'est pour ça que je dis que j'ai toujours enfoncé des portes parce que finalement, je passais en force, mais avec quelques aides de personnes sensibles à mon discours. Ça n'a pas arrêté, quoi. Et là, en ce moment, je travaille sur la communication avec les défunts, l'apprentissage de la communication avec les défunts, parce que c'est quelque chose qui est pour moi très normal, très banal, et qui est même souhaitable, bien qu'on dise tout à fait le contraire, et que chaque fois je me fais vilapider là sur mon Facebook ou sur d'autres choses quand je mets des posts, parce que entre autres la Sainte Bible a dit que, et puis l'autre a dit que, et puis l'autre a dit que. Mais moi j'ai toujours eu ces personnes-là décédées à côté de moi, tout à fait normales, tout à fait saines, qui disaient bah non, moi j'ai besoin d'avoir des nouvelles d'un tel. Moi, je suis une maman de 30 ans qui vient de partir, qui a laissé 2 enfants en bas âge. Tu penses bien que ça m'intéresse de savoir ce qu'ils deviennent, j'aimerais bien les avoir en communication, etc. Et ben là, ça choque aussi, mais ça, c'est pas grave. Et j'ai d'autres choses qui arrivent qui vont être un peu plus rentre-dedans encore. Donc voilà, donc je partirai ici, j'aurais illustré mes épaules, si tu veux. C'était le but de mon incarnation, c'est de sensibiliser certaines personnes qui peuvent être sensibles à ça et que ça intéresse, parce qu'il y en a d'autres qui ça intéresse pas du tout. Et puis, j'aurais fait mon petit tour sur Terre, et puis, je repartirai là-haut bosser sur autre chose. Voilà. D'accord, très bien. La question que j'aimerais poser par rapport à ça, c'est est-ce que tu crois que tu as eu toutes ces capacités très jeune parce que dans tes vies précédentes, tu avais déjà travaillé sur ces choses-là? Alors, je dirais qu'un bon cordonnier ou un bon thérapeute, quand il arrive sur Terre, il a déjà été avant, pas forcément sur cette Terre-là, mais déjà formé là-haut.
Tu avais 2 libraires sur Paris, quand j'habitais Paris, qui faisaient de l'ésotérisme, hein. Une qui était boulevard Saint-Michel, qui était Gibert, qui acceptait de passer certaines collections, qui étaient des collections tout de même qui mettaient en avant déjà tout ce qui était dans l'occultisme. Et puis il y en avait une autre qui était vraiment, je crois que c'était la maison de l'Étoile, je ne me rappelle plus, qui restait une vingtaine d'années, qui était vraiment un refuge dans lequel on se retrouvait entre personnes pour discuter de ça. Mais j'y allais, j'avais ma mobilette, là, j'avais 13 ans, quoi. Et j'adorais ça. Mais il n'y avait rien d'autre. Donc on était obligé de tout tester, de tout apprendre par soi-même. Aujourd'hui, il y a Internet. À l'époque, c'était à la dure. S'il y avait un formateur qui venait, bah, on lui sautait dessus pour essayer de comprendre. Puis après, on se mettait à autre chose. Ce qui fait que j'ai dû m'intéresser à beaucoup de choses pour comprendre un petit peu le fonctionnement, le fil conducteur de ce que j'appellerais la transmission et l'initiation, qui est quelque chose qui est dans l'air, qui est palpable. Tu peux avoir autour de toi quand tu te balades dans les forêts, que tu peux avoir autour de toi quand les anciens dans les cathédrales ont donné les clés de voûte, les endroits de pause où tu te mets pour recevoir certaines énergies telluriques ou cosmotelluriques. Et tu avances comme ça. Et puis après, il y a eu des gens qui ont commencé à mettre à pied d'œuvre des collections entières. Mais aujourd'hui, il y a trop plein. Il y a du tout et n'importe quoi. Il y a les marchands du temple et bah, c'est normal, ça fait partie de l'époque, je dirais. Mais il faut s'y retrouver. Donc voilà. On vient avec déjà des acquis et après, ben, on essaye de les mettre en terre parce que notre but d'incarnation, c'est de mettre dans la matière ce qu'on est pour essayer de les partager avec les gens puis d'avancer soi-même et avec les autres, quoi. Très bien. Merci pour ça. Donc, sur une échelle spirituelle allant de 0 à 100, tu te sentirais... Si j'atteins le 4, je serais déjà heureux pour l'instant. Ah ouais, non, parce que c'est vraiment... je veux dire, tout cela, pourquoi? En fait, toutes ces études que tu fais intérieurement, si ce n'est pour essayer de te rendre un peu moins con quand tu t'en vas, quoi. C'est déjà pas mal. Donc je pense que j'aurais amélioré certaines choses, pas franchement changer le fond, qui était pas mal, mais qui demandait à être encore plus travaillé. Et ça, par moment, j'ai pas su saisir les opportunités. Mais quand on en prend plein la figure aussi, il y a des moments, bah, on ralentit un petit peu. Et quand là-haut, ils rouspètent en te disant attends, t'as prévu de franchir 4 portes, on est la 2e pour l'instant, tu te dis t'es bien gentil, mais si tu veux prendre ma place, il n'y a aucun souci. Moi, je remonte tout de suite, je laisse mon corps et tu te débrouilles. Donc déjà, être à 4, j'estime déjà ça pas mal par rapport à moi, ce que je peux faire en capacité, parce que c'est très lourd, quoi. Moi, plus ça va, plus je ressens les types d'énergie. Quand je fais une conférence avec des personnes qui veulent apprendre la communication avec le défunt, la dernière fois, j'en avais 27 qui étaient là. 4-5 jours avant, j'avais déjà tous les guides de ces personnes-là qui étaient autour de moi. Donc, si tu veux, tu sens. Alors, c'est pas une pression, c'est une fraternité, mais c'est une fraternité pesante. Tu te sens d'autant plus en responsabilité parce que c'est comme s'il te disait écoute, Gilles, moi, si je travaille, il faut vraiment le faire avancer. Tu te débrouilles, tu vas essayer de passer quelques messages que je vais te donner, etc. Alors, ça va parce que cette fois, j'ai eu 3 ateliers avec les mêmes personnes, mais c'est prenant, ça te fait monter en intensité. Après, il faut redescendre, il faut gérer, on va dire, les miasmes, parce que bah, ça te laisse quand même quelques petites perles dans ton aura qu'il faut enlever. Il y a un nettoyage à faire, et voilà. Moi, j'en suis là. J'arrive à supporter ce que je vis. J'essaye de toujours avancer, mais c'est beaucoup de boulot personnel, et bah, parfois les épaules... bah, voilà, quoi, comme je te dis, on les enfonce, les portes, mais bon, on a envie de se dire, quand est-ce qu'il y aura une porte à battant américaine dans western, tu sais, tu rentres et clac, clac, hop, c'est fait. Quand est-ce que c'est facile? Quand est-ce que c'est facile, quoi. Mais bon, moi, c'est une très belle mission, mais je suis à 3-4, quoi. Voilà. C'est incroyable. Mais c'est intéressant, parce que je remarque que les gens qui sont les plus avancés, en tout cas de mon point de vue à moi, qui doivent être à 0,25, c'est ceux qui s'estiment les plus bas sur l'échelle, quoi. Alors, ma prochaine question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose après la mort physique? Bah, il y a immédiatement le découplage du corps et de l'âme. L'âme, une fois chimiquement défaite du corps, éthériquement reprise en main par des aides
lumineuse quand c'est une personne, par exemple, qui a beaucoup souffert dans une maladie ou qui parfois est morte brutalement. Il y a un accompagnement pour dire coucou, sois pas surpris, mais là, t'es vraiment parti. Il y en a qui le savent instinctivement, parce qu'on est déjà venu 1000 fois, on est déjà reparti 1000 fois. Et il y en a d'autres qui redécouvrent, et puis il y en a d'autres qui se bloquent. Mais en tout cas, on est vraiment tout de suite immédiatement à côté de son corps. Et on continue, il n'y a pas de rupture de conscience, il y a une mort physique, mais l'âme continue son cheminement sur d'autres plans, j'allais dire, mais ils ne sont pas éloignés du tout d'une autre. Hein. Tout ça, c'est entrelacé, quoi. Mhm. Du coup, bah, comme je connaissais déjà la réponse, parce que j'ai lu ton livre dont on parlera un petit peu tout à l'heure, est-ce que je vais rajouter une petite variante? Ce serait, est-ce que les plans qu'on visite en voyage astral sont les mêmes? Enfin, est-ce que c'est à peu près dans la même direction qu'on va après la vie, quoi? Quand tu fais des voyages astrales, il faut bien comprendre que tu as encore une reliance énergétique par rapport au corps, tu as encore une identité. Même dans les endroits les plus hauts, que moi j'ai pu visiter en tout cas, qui ont été visibles justement parce que quand ma femme est décédée il y a 3 ans, il y a eu des périodes où j'étais bien branché, donc elle m'emmenait assez haut dans des formes lumineuses. Même là, en pleine sérénité, en pleine ouverture, j'avais encore la conscience d'une identité personnelle, quoi. Mhm. L'astral, pour moi, tel que je le visite, c'est une partie vivante, comme Gaïa, la Terre est une entité vivante. Pour moi, l'astral, c'est comme une âme. C'est comme une âme en évolution, ou comme la source. La source, c'est encore autre chose, que c'est plus diffus. Hein. Faut pas confondre non plus, mais en tout cas, c'est une immanence, c'est en auto-génération permanente. Ça a toujours été là, il n'y a pas de notion d'espace-temps. Et selon la manière dont tu rentres, toi, dans l'état d'esprit dans lequel tu vas avoir accès à certaines subtilités de l'astral. C'est un millefeuille, un sens horizontal et vertical qui s'autocroisent en permanence. L'astral, c'est du multidimensionnel. Il y a des gens qui vont te le décrire comme étant une grande toile où là, tu sors de ton corps et puis tu montes et puis tu survoles ta ville et puis tu continues à monter et puis tu peux arriver vers des galaxies et tout ça. Ça, c'est une des réalités de l'astral, mais c'en est qu'une parmi d'autres. Parce que l'astral, ça sert aussi de passage, par exemple, pour des formes galactiques qui ne vivent pas sur Terre, pour se propulser, pour se changer et se réincarner, par exemple, sur Terre. Parce que dans les corps qui nous entourent, il y a beaucoup aussi d'âmes qui ne sont pas du tout dans les filiations humaines de la Terre. Donc l'astral, c'est beaucoup de choses, mais c'est surtout pas une chose fixe. Tu peux pas dire demain je me retrouve à telle heure, à 11 heures, à tel endroit, tu as une chance sur 1000. Tu peux avoir, par moments, ça peut fonctionner même avec des rendez-vous avec des personnes, mais ça va être, par exemple, tu te dis l'Arc de Triomphe, je vois tu l'Arc de Triomphe, tu vas avoir quelque chose de diffus avec des énergies, tu penseras que c'est l'Arc de Triomphe. Le lendemain, tu reviens, ça va être un peu le même sens que tu ressens, le même parfum, mais ça aura déjà changé de couleur, ça aura déjà changé d'attitude et de comportement au niveau de ce que j'appelle moi une matière éthérique, quoi. Tu as une certaine forme de densité de lumière. Donc c'est très compliqué à la fois de voyager clairement. Parfois tu le fais, mais alors c'est d'une netteté. Et je trouve que des films comme Avatar ou Valérian de Luc Besson, les 20 premières minutes, te montrent l'intensité des lumières qu'il y a. Quelque part, TikTok est en train d'y arriver avec Apple et le dernier iPhone qui est né, ils arrivent à des touches de lumière. Si tu commences à travailler dessus un petit peu, tu vas avoir, tu les Photoshop, tu vas avoir quelque chose de complètement astral, extraordinaire. Tu le reconnaîtras parce que tu l'as déjà vécu. Donc l'astral, on y va toutes les nuits, ne serait-ce que pour recharger ses corps éthériques. L'ingénierie intérieure, chakra, méridien, tout ce qui forme plus ou moins tes enveloppes, bien que ce ne soit pas vraiment des enveloppes, plutôt des draps de couleur qui t'entourent et qui bougent, mais tu en as besoin. Tu en as besoin pour réalimenter le corps, pour que l'âme, quelque part, se ravive et puisse le lendemain redonner de sa pêche et de sa compréhension de ce qu'il a à faire. Mais donc aller dans l'astral pour les gens, c'est quelque chose qui aujourd'hui est comme une quête. Et plus on la cherche, moins on trouvera. Parce que c'est tout à fait naturel. C'est comme parler avec les défunts. Je voulais revenir là-dessus. C'est pas quelque chose qu'il faut atteindre, c'est quelque chose sur lequel il faut se mettre en fréquence, au diapason. Ce que j'ai appelé fil de lumière dans le livre, c'est relier ça. C'est-à-dire que les deux mondes
sont reliés à un moment sur une fréquence commune à celui qui veut te parler, l'âme qui veut te parler, son corps, on va dire, et toi qui es incarné. Dans l'astral, c'est pareil. Il faut simplement se mettre en attitude de rafraîchir la page. Tu vois, comme on fait sur Internet. Tu rafraîchis la page, elle se remet à jour avec les nouvelles définitions, avec l'astral te suit, parce que l'astral vit, a besoin de toi, tes expériences pour se nourrir. La source fait la même chose. Elle propulse des énergies qui vont se densifier au fur et à mesure. Ces énergies reviennent vers elle et nourrissent. La source, c'est son travail personnel, on va dire, à faire, quoi. C'est ce que tu retrouves chez les Toltecs quand ils te parlent de l'aigle, d'où sort de ses griffes des énergies vers les hommes. Les hommes intègrent cette énergie-là, vivent avec, et au moment où ils meurent, elle récupère ces énergies, et l'aigle redevient plus fort. On est dans la même mythologie quelque part. Mais c'est tellement fin, c'est tellement naturel, c'est aussi léger que un souffle, qu'une feuille qui vole au vent, que donner des techniques pour ça, ça peut aider. C'est évident, c'est une mise en condition. Après, ça va être simplement pour retrouver qui on est. Mais certainement pas pour être quelqu'un d'autre. Parce que là, c'est l'erreur. Alors là, tu n'y arriveras jamais. Tu peux faire des stages à 200 €, 300 € la journée, avec plein de flashs dans la figure, avec plein de techniques holotropiques, tout ce que tu veux, etc., de souffle et autres. Tu vas louper la cible. On va dire la cible, c'est quelque part de te foutre la paix par rapport à ça. C'est te mettre simplement en condition amicale, bienveillante avec toi-même, et dire, ben, c'est moi, c'est une partie de moi, je me connecte avec moi. À un moment, ça passera. Il y a des choses quand même qui facilitent ça, c'est être dans une forme d'intensité au niveau de la fatigue du corps et une forme d'intensité dans la conscience maximum. Et je trouve que William Bulam, je crois qu'il s'appelle, américain, qui est de l'Institut Monroe, on parlait très bien, Monroe aussi on a parlé, c'est vraiment d'être fatigué, de se coucher, mais jusqu'au dernier moment, d'être en conscience, de se dire, je garde mon attention ouverte et mon corps s'endort, mais je reste éveillé. Parce que si tu restes éveillé, tu te rappelleras de tout. Mais ce moment-là, il se travaille avec une espèce de repère qui est comme un goût, un parfum intérieur, non pas extérieur, bouche ou autre. C'est comme un effondrement intérieur, c'est-à-dire que tu quittes une forme de conscience. C'est comme si tu rentrais à l'intérieur de toi, bien que les autres disent qu'on sort de soi, ça fera la même chose de toute façon quelque part. Après, vous le sentirez comme ça. Mais on rentre à l'intérieur de soi, et à partir de là, on retrouve ce mécanisme qui a un petit goût, qui dure peut-être quelques microsecondes, peut-être parfois 2-3 secondes. Pour certains, il va y avoir du bruit, effectivement. Pour d'autres, il va y avoir des sons. Mais bon, pour moi, ça m'est jamais arrivé comme ça. J'ai jamais eu de paralysie du sommeil ou quoi que ce soit. Mais tu rentres dans la conscience, c'est-à-dire de l'âme qui quitte le corps. Et ça, c'est comme un programme, hein. C'est-à-dire que tu as consciemment appuyé dessus et clic. Ça y est, tu t'en vas. Et là, je peux te dire que tu cherches même pas à t'éloigner du corps, tu es déjà loin du corps. C'est comme si tu travaillais d'un coup comme une catapulte au-delà, bien au-delà. Et ce qui va influencer cet au-delà, où tu vas te retrouver, c'est ce que tu as fait dans ta journée. Donc voilà, donc c'est aussi important de se mettre en condition pour ça, faire ça dans des moments de repos, dans les moments où on est très amoureux, très ouvert, très abandonné, ou dans les moments vraiment de très très grande solitude intérieure, où cette solitude-là, même si elle est lourde, c'est de la pure conscience, de la pure intensité, quoi. Parce que là, pour toi, tu t'aperçois que tout peut être statique, tout peut être fixe, et à partir du moment où tu t'abandonnes à ça, le mouvement revient, et ce mouvement-là, il va t'entraîner, quoi. Donc c'est vraiment une étude intérieure, mais une étude de lâcher prise, de nature, naturelle, et de remise à niveau. Bah, tu te rappelles, maintenant tu te rappelles le goût que ça a. Et à chaque fois que ça va revenir, ça va se faire de cette manière-là. Donc moi, c'est la manière la plus simple que j'avais mis en place étant jeune, qui m'avait été apprise aussi par des Tibétains à l'époque, Ayang Rinpoche, qui lui travaillait sur l'éjection de conscience avant la mort, ce qu'on appelle le POA. Et ça correspondait aussi à ça. Et puis après, tu as les méthodes dans le rêve lucide, à partir du moment où tu commences à maîtriser tes rêves, bah, tu vas dire, je m'en extrais, je pars, je visualise quelque chose,
on peut déjà se dire qu'on va visualiser un repère dans son rêve lucide, plus ou moins matérialiser astralement une porte, ouvrir cette porte et dire que de l'autre côté, on est ailleurs. Au départ, vous allez la retrouver dans une autre pièce. C'est très surprenant. On se dit merde, c'est Le Prisonnier, la série télévision des années 70, quoi. Le mec, il essayait de partir de l'île et à chaque fois, il y revenait quand même, quoi. Donc, il y a un moment, tu abandonnes le fait de te sentir prisonnier et tu vas passer dans l'astral directement. Mais ça, c'est par habitude, c'est par répétition. Il faut que ça devienne un réflexe. Et ce que j'appelle, moi, rafraîchir la page, c'est ça, quoi. Tu remets simplement au goût du jour ce programme en toi, qui existe déjà en toi, que tu utilises inconsciemment souvent. Et il faut le passer dans la conscience. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, le mental, avec toutes ces petites caches, etc., peut essayer de récupérer ça parce qu'évidemment, quelque part, tu le déconnectes, quoi. Et juste avant d'enchaîner sur la question suivante, quand même, à ton avis, pourquoi est-ce qu'on a cette faculté-là? Est-ce que c'est, comme tu disais, pour recharger ses corps énergétiques? Et ou peut-être aussi avoir des guidances sur sa mission d'âme ou quelque chose comme ça, peut-être Alors, de toute façon, ce qui est assez bluffant, c'est qu'à partir du moment où tu es dehors, on va dire, dans cette autre strate de réalité, d'expansion de conscience, hein, mais même le rêve, c'est déjà une autre strate de réalité. Hein. Il y a des rêves extrêmement pertinents, extrêmement dirigés par des guides, par des défunts proches, par certaines entités, par certains parasites aussi, qui veulent utiliser ton énergie, il y a de tout. Mais à partir du moment où tu commences à être beaucoup plus conscient de ça, tu as des aides qui viennent. Parce que faut pas oublier que tout est un échange aussi dans l'univers, quoi. À partir du moment où tu peux être utile, on va dire, à la cause de chacun, au collectif, on va t'aider à aller plus loin. Et là, effectivement, c'est comme des petites initiations. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est de s'endormir, par exemple, faire des siestes le long des dolmens, le long des menhirs, dans les endroits où on sait qu'il y a des éléments de la nature, des élémentaux forts et autres. Et là, tu vas sentir que tu es accompagné, guidé et enseigné. Bon, c'est pareil la nuit, même en pleine ville. Hein. Tu t'endors, tu travailles dans l'astral ou tu passes dans l'astral en étant conscient. Là, tu ne seras pas seul, même si tu ne vois pas, même si tu ne ressens pas forcément. On va t'accompagner quelque part où tu pourras progresser, quoi. Même parfois dans la peur. Parce que si tu passes pas certaines peurs, qui peuvent être les tiennes, que tu projettes, tu n'iras pas bien loin non plus. Parce qu'il y a des domaines, c'est pas qu'ils sont effrayants, mais ils sont dans l'irrationnel. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu passes dans un astral où tu peux voir comme des bugs, des trames derrière. Quand on travaille au niveau celtique, là, sur les menhirs et les dolmens, moi, ça m'est arrivé avec mon fils de faire 3 mois comme ça de travail personnel. On a fait le tour de la Bretagne, on a essayé, on est en train d'écrire un livre là-dessus, etc. Au bout d'un moment, là, ta propre réalité, tu es en voiture, tu vois pas un dolmen, tu vois comme un chakra dans la terre. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement puissant et c'est très dérangeant parce que c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser. Il y a des moments où tu ne le maîtrises pas, donc tu attends que ça passe. C'est parce que tu ne cherches pas. C'est eux-mêmes qui t'appellent, donc tu vas voir et après tu maîtrises mieux. Mais ce sont des forces qui sont très délicates à traiter, parce que quand tu reviens dans ton corps, par exemple, elles sont encore là, présentes en toi. Et moi, quand je pars, par exemple, en astral la nuit, si c'est intense, il y a des moments où je travaille plus la nuit que le jour. Et ce que je ramène comme information, si elles ne sont pas bien clôturées, elles continuent dans la journée. C'est-à-dire que je vais avoir des tas de synchronicités pour m'expliquer que la nuit, il s'est passé ça, et que si je veux continuer, il faut que j'aille comme ci, comme ça. C'est-à-dire que les entités ou âmes qui ont été avec toi, qui t'ont enseigné, continuent à t'enseigner parce que pour elles, c'est pas un problème que tu sois de jour ou de nuit. Et là, tu sers, tu es utile, quoi. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Mais c'est pour ça que des travaux comme la Wicca ou autres peuvent être intéressants, mais sont extrêmement dangereux aussi parce que là, tu prends volontairement contrat avec des formes de connaissances qui vont t'utiliser, que tu vas utiliser pour avoir des expansions de conscience, des ouvertures de conscience, entrer dans certaines réalités que tu vas mieux assimiler parce qu'ils vont t'aider à les faire passer dans Tu peux tes auras. rappeler ce que c'est la Wicca, s'il te plaît? Alors, la Wicca, c'est plus ou moins ce qu'on appelle la sorcellerie, la magie, mais celle des campagnes, si tu veux. C'est vraiment celle qui, depuis
avait été blackboulé par les religions en disant mais non, vous êtes des hérétiques parce que vous pensez que les forces de la nature sont plus fortes que Dieu. Tu as des dieux un petit peu partout avec la Wicca, qui peuvent être l'esprit du dieu, le dieu végétal, les grandes déités traditionnelles, ça rejoint les runes, le côté scandinave, l'arbre de vie, mais il y a tout de même une grande colonne vertébrale là-dedans, d'apprentissage qui est très très intéressant. Il faut le faire avec des personnes bien avisées et qui connaissent comment dire, votre profil psychologique aussi, parce que ça remue, ça booste. Faut pas être dépendant de ça. Mais c'est une manière d'apprendre. Après, il y a la magie traditionnelle, mais là, c'est encore autre chose. Faut rentrer dans des fraternités parce que tu fais des rituels beaucoup plus puissants encore. Donc, effectivement, tu accèdes à des changements intérieurs, tu accèdes à des formes de connaissances, mais il y a quelque chose aussi à payer là-dedans, qui est un échange avec des formes de vie qui sont beaucoup plus puissantes que toi. Donc, voilà, c'est pour ça que ça a été banni aussi. Et c'est aussi pour ça qu'on les craignait, parce qu'ils étaient quelque part, pendant le Moyen-Âge, capables d'agir sur des personnes, sur des groupes de personnes, sur des convictions générales. Et que donc, petit à petit, on a mis ça sous le terreau, et c'est, je ne me rappelle jamais son nom, le siècle dernier, là, anglais et américains, qui ont remis ça au goût du jour, en réappelant ça la Wicca, quoi. D'accord. Bon, eh ben merci pour ce rappel et cette définition. On va continuer sur les questions et puis après on creusera évidemment sur certaines thématiques. La question suivante, c'est est-ce que nous sommes seuls sur Terre et dans l'univers? En fait, il y a plusieurs choses. Il y a les royaumes éventuellement intra-terre. Il y a, comme tu as dit tout à l'heure, les âmes qui sont incarnées et qui viennent d'autres galaxies, qui sont incarnées avec nous. Et puis, il y a éventuellement d'autres êtres plus ou moins incarnés qui viennent plus ou moins d'autres planètes, plus ou moins d'autres galaxies. Et donc, voilà. Est-ce que tout ça est une réalité pour toi? Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu analyses ça? Oui, ce que j'ai vu de commun entre ici et là-haut, quelque part, c'est le fait que le corps humain sert de voiture, hein, de véhicule pour l'apprentissage, un apprentissage qui est parfois très particulier dans le sens où cette terre que l'on voit toute bleue, là, de l'espace, il n'y en a pas des milliers partout. Les corps humains non plus, avec en plus, si tu veux, cette évolution spirituelle possible, c'est-à-dire d'avoir toute l'énergétique pour aller plus loin, le multidimensionnel, d'être capable d'avoir un corps, faire du vol astral, d'apprendre sur Terre, et puis aussi en même temps de développer sa perception, mais des perceptions. Moi, quand je vois au niveau galactique, il y a aussi beaucoup j'allais dire de personnes, mais on peut les situer comme ça, ce sont des âmes qui viennent aussi voir comment on évolue avec ces corps-là, et que ça intéresse. Donc, ils font la queue, qui font un travail particulier aussi pour un jour pouvoir tester l'expérimentation terrestre. Dolores Cannon, elle en parlait très bien, je trouve, dans un de ses bouquins sur les 3 vagues de volontaires, qui sont effectivement comme des brigades extraterrestres qui ont dit là où ils en sont, et plutôt que de tout faire péter, et nous en même temps avec l'atome, on va peut-être essayer d'influer sur quelque chose, mais on ne peut pas le faire de l'extérieur sans être visible, donc on va le faire dans l'intérieur des corps. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont âmes extraterrestres, c'est-à-dire qui ne tournent pas dans leur évolution autour de la Terre par l'incarnation et autres, qui viennent donner des conseils, qui se révèlent parfois comme des génies dans tout, la science, informatique, la musique, le créatif, et qui apportent leur idée de ce que peut être l'évolution de manière plus harmonieuse. Ils utilisent donc ces corps, ils sont soumis à ce moment-là aussi à la gravité terrestre, donc quelque part à tout ce qui peut être karmique, c'est là où il y a le piège, mais ils apportent énormément et sont de plus en plus visibles. Les autres, en tout cas ceux avec lesquels j'ai pu être mis en contact, je dirais lointain parce que c'est très très particulier, m'ont toujours transmis le message que pour eux c'était trop délicat d'intervenir, de se montrer ou quoi que ce soit. C'est pour ça que tout ce qui se passe aujourd'hui
sur l'approche soi-disant galactique, qu'ils arrivent, qu'ils sont là, qu'ils sont déjà là, mais ça fait des années, moi depuis tout petit j'entends ça, hein, qu'ils vont être là, qu'ils sont tous là, que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 1 an, dans 3 mois, dans 6 mois, ils sont déjà là, mais ils peuvent pas se montrer. C'est pas ça, c'est que ça les intéresse pas forcément. Se montrer, pour eux, ça serait quoi? Ça serait mettre une panique, ça serait apporter une révolution, et qui on met à la place, parce qu'il faut quand même des gens qui soient sensés et cohérents, et c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Donc de temps en temps, ils donnent des petites pousses, par exemple avec Stephen Greer aux États-Unis, avec le projet Disclosure. Stephen Greer, lui, il organise. Moi, j'ai travaillé là-dessus aussi avec d'autres gens. Tu fais la visualisation, pardon, de faire venir des UFO et autres en disant où tu es et comment nous toucher. Et tu te mets en méditation et tu as toi-même des résultats qui parfois sont visibles. Alors visibles, c'est pas visible avec quelqu'un qui va marcher vers toi, parce que la moindre peur que tu puisses avoir, ils respectent, ils s'en vont, ils restent pas là. Par contre, à partir du moment où les gens sont déjà plus enracinés sur ce principe d'accueil, sans jugement, dans la bienveillance, ils vont se montrer dans des formes plus éthériques, déjà énormes. Après, apparemment, il y a des gens qui disent que oui, ils les ont vus physiquement. C'est peut-être tout à fait possible. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Mais par contre, j'ai bien senti, moi, dans un autre domaine, qui est le domaine physique, des gens que tu croises et qui tu discutes par moment, qu'il y a une autre onde, il se passe autre chose, il y a une autre fréquence. Tu sens qu'il y a une brillance que tu reconnais comme autre que humaine. Mais c'est pareil, ça peut être assez dérangeant. Mais c'est très intéressant, quoi. Donc, effectivement, il y a ces formes-là qui nous visitent et qui sont déjà là autour de nous, mais ça, ils ont toujours été là. Toujours. Ça, il faut pas chercher. Sur l'intervention aussi de l'ADN humaine, oui, je suis tout à fait d'accord pour ça aussi. Ils ont travaillé parce que la bibliothèque ADN humaine est remplie d'ADN d'autres formes qui ne sont pas que humaines, justement. Sur l'intraterre, c'est tout à fait différent, puisque là, alors c'est quelque chose, moi, qui me gêne intérieurement, c'est d'aller là-bas, par exemple, dans l'astral, parce que tu es directement dans les forces élémentaires. Et le feu, le végétal, tout ce que tu veux comme tradition ésotérique, tu le retrouves aussi là-dedans. Et donc, les formes physiques qui pourraient vivre là-dedans doivent être très particulières s'il y en a. Moi, je pense qu'il y en a, mais c'est pas quelque chose que j'irais chercher personnellement. Quand j'y suis allé astralement, c'est parce que à l'époque, je crois que c'était il y a une quinzaine, vingtaine d'années, il y avait Telos qui avait été écrit sur soi-disant les races atlantes qui étaient encore restées vivantes et au centre de la Terre. C'est vrai que j'avais perçu des choses, j'avais perçu des vies. Il y a eu l'amiral Byrd avant-guerre ou après-guerre, je ne me rappelle plus, ou non, c'est peut-être après-guerre, qui avait été là-bas en Antarctique et bon, qui avait tout de même, pour qu'un amiral témoigne de ça, pour que des avions aient disparu, que le porte-avions ait été attaqué, quand même, je pense qu'il n'a pas inventé n'importe quoi. Donc c'est assez surprenant. J'entendais Stéphane Fraisse aussi, qui se balade beaucoup dans l'astral, qui me disait Nicolas, pardon, qui lui allait essayer d'aller sur le pôle Nord et autres, qui n'y arrivait pas, quoi. Il y avait comme une barrière. Donc, j'ai entendu il n'y a pas longtemps dire ça. Il y a quelque chose quand même qui c'est pareil par rapport à la Lune, passer derrière la Lune dans l'astral, ça m'est jamais arrivé de penser que je devais passer derrière la Lune pour voir ce qu'il y avait. Et pourtant, il paraît qu'il y a beaucoup de choses. Chacun son intérêt. Mais l'intraterre, c'est très mystérieux quand même. Là, franchement, moi, les contacts que j'ai eus par rapport à, ne serait-ce que mon père, une fois défunt, quand j'en ai parlé, il m'a dit, les premiers contacts avec vraiment des races extraterrestres, il me disait, ça ne sera pas extérieur à la Terre, ça sera intérieur à la Terre. Et j'avais jamais pensé à ça. Il me disait, tu n'imagines pas ce qui grouille à l'intérieur et qui se développe avec des gouvernements qui sont au courant, qui travaillent avec de temps en temps sur certains domaines et qui sont totalement dépassés sur d'autres. Donc c'est quelque chose qui est très délicat de mettre en lumière réelle. Après, on peut toujours partir dans des équilibrations parce qu'effectivement, c'est un sujet mystérieux, fabuleux, quoi. La Terre creuse, c'est quelque chose. Bien sûr. Voilà. Ouais. Mais moi, je suis un peu en délicatesse là-dessus parce que je ne sens pas que du bon et je crois que je serai impuissant.
Moi, j'ai déjà eu des attaques occultes dans l'astral, pas dans la Terre, mais à l'extérieur. Plusieurs fois enfermé et autres, c'est des sensations très, très désagréables. À chaque fois, je m'en suis sorti parce que je sais retrouver mon lit, on va dire. Mais une ou deux fois, j'ai été aidé par des guides qui m'ont vraiment déboîté. Et pour que je sorte de là, je me dis que l'intraterre est peut-être plus difficile. Alors, je sais pas, peut-être que c'est moi qui me fais des idées. Hein. On en saura plus un jour. Ouais, bon après, t'as déjà, t'as déjà la chance de pouvoir voyager loin et sur différents plans, donc il n'y a pas forcément besoin de Oui, oui, s'obstiner oui. sur des endroits qui t'inspirent pas, quoi. Voilà, je laisse les autres. Chacun son job. Chacun son truc. Hein. Euh, alors j'ai une question un peu mystique, mais est-ce que tu penses que la lumière a gagné? Je sais pas si tu vois ce que Si, j'entends mais par là. si tu veux, il y a un espace source euh, qui est neutre, je dirais, qui est totalement lumineux, mais neutre. C'est-à-dire qui assorti de forces opposées, lumière-ombre. L'ombre, c'est de la lumière en devenir. La lumière, c'est ce qui nous nourrit, ça dépend vraiment de ce qu'on va en faire. Mais ce qui sort de la source dépend vraiment de l'intention de la personne, quoi. Le mage noir ou le mage blanc pratiquent la même énergie à la base, tirent l'énergie de la même base. Après, selon leur intention, ils vont agir avec d'une manière différente. Donc, on va tout de même beaucoup chercher dans l'ombre la lumière. C'est-à-dire qu'on est beaucoup attiré par le fait que qu'est-ce qui m'amène à chercher ça? C'est ce qui est caché derrière, parce que ça va m'amener une autre lumière. Donc, c'est tout de même un jeu très délicat. Et je trouve que le symbole du Tao pour ça est très bien, où tu as cette pastille blanche et noire. Dans le blanc, tu as une bille de noir. Dans le noir, tu as une bille de blanc. C'est-à-dire que dans le blanc, à un moment, cette bille de noir te rappelle que le blanc va passer au noir et inversement, le noir va passer au blanc de l'autre côté. Donc ça s'autogénère en permanence, c'est ce qui met le mouvement. Et on est tous à passer par des épreuves de difficulté, par des épreuves où on a tous été sombres, malveillants, donc pour reprendre la lumière avec plus de force après, quoi. Par contre, de choisir ouvertement d'utiliser ce sombre pour assombrir les autres, c'est-à-dire freiner leur progression, oui, il y a des conséquences. Ça, c'est autre chose encore. Donc ça dépend de ton intention. Il y a des gens, si tu veux, par exemple, je voyais en magie, ça m'a toujours à la fois inquiété et fasciné, qui vont te dire qu'ils s'allient d'abord avec les forces de l'ombre, parce qu'elles sont ultra puissantes, pour en apprendre et en faire de la lumière et agir avec dans la lumière. Donc c'est extrêmement risqué. Je te dirais que, d'après ce que j'ai compris, les 97% des gens qui ont fait ça sont morts, fous ou enfermés. Mais les 3% qui ont réussi, ils sont peut-être arrivés à quelque chose, je ne sais pas. C'est un drôle de pari. Oui, oui, c'est un drôle de pari. Donc, quelque part, voilà, déjà arriver à être aimable avec soi-même, aimable avec les autres, c'est déjà sacrée réussite. Hein. Après, on Et tu crois parlera lumière. ouais, tu crois qu'on est capable en tant que société, si je puis dire, enfin voilà, mondiale, de faire de la Terre un petit paradis, quoi? Bah, il y a eu sur Terre déjà des réussites avant ces civilisations-là, parce qu'on ne date pas des Sumériens ou de je ne sais pas qui avant, on est bien, bien, bien avant. Il y a des civilisations qui sont parties de la Terre. Alors, aujourd'hui, c'est très particulier, c'est un paroxysme de karma collectif qui s'est incarné pour régler quelque chose, faire passer un nœud karmique à la Terre pour réouvrir sur autre chose. C'est ce qu'on vit actuellement et qui est très, très délicat et très violent. Mais oui, il y a des communautés entières qui sont parties de cette terre-là réalisées. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Est-ce que tu veux dire que on s'est tous incarnés en même temps pour régler un karma collectif? Oui, oui, il y a ça. Il y a ça. Un karma individuel dans un karma collectif, en sachant que le grand piège, tu t'avais parlé tout à l'heure de lumière et d'ombre, le grand piège, c'est le libre arbitre. Parce que là, tu peux tout changer. Je vois beaucoup de gens, quand je les ai à discuter, qui disent oui, mais cette terre-là, c'est abominable ce qui se passe. Si là-haut, vraiment, ce sont des planificateurs, pourquoi ont-ils voulu ça? Mais ils n'ont jamais voulu ça. C'est vous qui êtes responsable, soit de ne pas agir, soit de regarder, soit d'avoir peur, soit de prendre la mauvaise décision en vous disant finalement, voilà, si demain, pour être heureux, on vous dit
faut abandonner l'idée de propriété privée. On partage tout ensemble. Comme ça, il n'y aura plus d'attachement. Excuse-moi, mais là où je suis, par exemple, en Bretagne, ils te sortent le fusil, les taureaux, c'est terminé. C'est le carnage. Donc, on n'est pas prêt à ça. Mais voilà, quoi, c'est un choix personnel et ce libre arbitre fait que finalement, on a le miroir devant nous par l'Ukraine, par la Palestine, Israël, le Hamas, tout ce qui se passe là-bas. Tout est mélangé là. On a à la fois les forces, les démons, les lumières, les fausses lumières, les religions, les fausses religions, les croyances, les non-croyances. On a devant nous un écran télé mondial pour l'Occident, parce qu'ailleurs, ça les intéresse pas forcément, puis eux, ils ont déjà suffisamment vécu de guerre pour pas s'occuper de ce qui se passe chez nous. On les comprend. Mais là, on est vraiment dans un karma collectif qui oblige les gens à sortir de pas les zones de confort, mais leur habitude, leurs coutumes, voilà quoi. Toute la crise identitaire qu'on vit en France, voilà, est-ce qu'on perd la culture, est-ce que c'est le grand remplacement, etc. Alors évidemment, tout ça, on peut dire, oh, mais c'est regrettable humainement, mais il faut que ça soit posé pour que les gens choisissent et s'affirment. Ils se cachent pas les uns derrière les autres, tu vois. Il va falloir intervenir. La meilleure chose, quand on me parlait par exemple du conflit actuel au Moyen-Orient, je dis toujours aux gens, d'abord être en paix avec vous-même. Si vous êtes en paix avec vous-même, là, vous allez aider là-bas ce que ça se règle au fur et à mesure. Si ce qui dégage comme haine agit sur vous comme une haine, ils ont gagné. Vous participez à la guerre quelque part. Plus ils sont en guerre, plus vous êtes en paix, plus vous lâchez, plus vous lâchez. Et à un moment, ça rebondira sur eux aussi, parce qu'il y aura forcément des solutions, des questions plus raisonnables à se poser, etc. Des intérêts qui vont diminuer, et puis des gens qui vont accepter de prendre leurs responsabilités. Parce que c'est ça aussi. Si on voulait arrêter certaines choses, les politiques pourraient le faire, ils le font pas parce que on va pas rentrer, toi, dans le cadre économique des politiques qui obéissent aux ordres des économistes, mais on est dans ce cas-là. Donc, il va falloir un jour que des gens se présentent aux élections en étant aussi sincères, honnêtes. Voilà. Il y a beaucoup de travail. Hein. Et peut-être spirituel aussi. Hein. Mais c'est ça. Et il y a de plus en plus de personnes qui commencent à intégrer alors à la fois le bien-être dans les entreprises. Alors c'est vrai que pour eux, c'est plus rentable aussi d'avoir quelqu'un qui soit bien dans sa peau, qui travaille mieux, mais aussi dans le côté spirituel. Ça va rentrer dans les entreprises. Les gens ne se rendent pas compte, tous ceux qui tiennent encore les rênes, les élites, soi-disant élites, qui sont que des élites égotiques, des élites de l'ego, on va dire, là-dessus ils réussissent, ça peut s'effondrer en un instant. Si demain l'armée dit non à une intervention de la France quelque part, si les gendarmes disent on en a ras-le-bol de servir d'eux, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ces gens-là? Ils ont plus de force de frappe. Ça tient qu'à ça. Donc il suffit d'une conscience collective plus grande, de gens plus unis, plus dans la même pensée universelle, on va dire, de responsabilité, sans être naïf. Et ça peut aller très très vite. Si demain tout le monde retire son argent à la banque, les banques s'effondrent. Parce qu'il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus rien. Tout ça, c'est du virtuel. C'est un bouton sur lequel je clique ou pas. Tu demandes un prêt ou autre, on appuie sur le bouton, on n'appuie pas sur le bouton. Mais on ne va pas te donner 20 000 euros en liquide ou en or. On en serait incapable. Voilà. Donc la réalité, c'est que ça s'appuie sur du vide, tout ça. Donc il y a un moment, de soi-même, ça va s'effondrer, quoi. Du coup, on va passer à la question suivante, qui était est-ce que tu te sens bien dans cette époque? Moi, j'apprends beaucoup de choses. Et j'apprends beaucoup de choses, je m'amuse beaucoup parce que l'humour est une forme d'énergie. Avoir de l'humour, c'est de la joie, c'est de l'amour. C'est quelque chose qui te rend meilleur. Et après, ça n'empêche pas tes épreuves, tout ce que tu vis, les solitudes, les affronts avec les gens, les agressions, les besoins aussi par moment de comprendre, et puis les frustrations. Mais il n'y a jamais eu autant de lumière sur Terre. C'est difficile à entendre. Il n'y a jamais eu, par exemple, autant de gens sensibles au côté passeur d'âme qu'ils avaient en eux qui n'étaient pas révélés. Parce que là, ils se sentent utiles. Par la guerre d'Ukraine, ça a amené beaucoup de gens à se rencontrer, à se collecter au niveau des infos, justement, sur l'accompagnement des âmes. Ce qui n'était jamais arrivé. On n'en parlait pas ouvertement, mais des tas de petites choses comme ça, la communication avec les défunts est devenue de plus en plus publique, alors qu'avant, c'était un tabou. Quelque chose même d'interdit. Moi, je me suis fait insulter par des groupes extrémistes
pratiquement menacé de sorcellerie, de magie noire. J'ai reçu des attaques aussi d'ailleurs là-dessus, au niveau occulte et tout ça. Donc il y a aussi cette part d'ombre, mais qui est bousculée. Et plus l'ombre est visible, mieux c'est pour travailler. Et on est dans cette période-là. Et c'est une chance, parce qu'on connaît les adversaires. Alors je dis pas des ennemis. Les adversaires, on a nous-mêmes été des gens peu scrupuleux dans certaines vies, mais ce sont des adversaires qui nous font grandir et qu'on va aider à grandir. Même si ça fait mal, même si ça égratigne le coude, si ça fait mal à la lèvre quand on se prend un point, faut continuer. Il n'y a jamais eu autant de chemin de travail possible. Après, c'est vrai qu'il faut savoir s'entourer, être accompagné. Mais bon, tu vois, le travail que tu fais, toi, avec l'écho de la source, les tas de gens qui apparaissent comme ça du jour au lendemain, mais de moi, je te connaissais pas. Tu es arrivé dans ma vie comme ça. Et toi aussi, Gilles. Voilà. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire. Bon, bah, j'ai vu qu'il y avait Anne Gévaudan qui t'a répondu tout de suite, etc. Tu vois que ce sont des étincelles. Après, il faut maintenir les braises. C'est ça qui est plus difficile que c'est sur le long terme. Plus on est prêt, plus on a chaud, mais on peut avoir trop chaud. Si on est trop éloigné, on a trop froid. Donc, il faut trouver la bonne distance. Mais une fois que tu sais entretenir le feu, il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles qu'avant. Hein, ne serait-ce que parce que les gens communiquent tout de même plus facilement qu'avant, quoi. Après, c'est un travail de tous les jours, du quotidien, quoi. Ouais, c'est pour ça que moi, modestement, je pense que ce que je peux faire, c'est aussi entretenir cette spiritualité en chacun des lecteurs, parce que voilà, chaque jour, ils vont avoir un petit rappel ou une petite idée, un petit truc qui va les remettre dedans, et puis même s'ils n'en ont pas forcément besoin, parce que chacun peut avoir une espèce de routine ou de rituel, mais ça fait jamais de mal, et puis ça montre aussi qu'on n'est pas tout seul à avoir ces trucs-là tous les jours dans la tête. Bah, bien sûr, mais tu as une bougie qui a été allumée, là-haut ils ont besoin de toi, donc tu fais ton travail, et ça fait les petites étincelles dont on a besoin pour se rappeler que la flamme est là, quoi. Et qu'on peut l'entretenir justement en écoutant ce que tu fais, ce que tu développes. Et puis ton journal, moi j'adore. Hein. Franchement, au début ça, j'avais l'impression d'être avant-guerre, de retrouver avec le Clairon, tous les petits journaux de quelques pages qui sortaient. Le petit journal, tout ça. Ouais, c'est ça. Et bon, ça va toucher beaucoup de gens, et ça touche déjà beaucoup de gens, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, toi. C'est cette strate supplémentaire qui se rajoute, quoi. Et ça finit par faire un grand feu, et c'est pas évident à cacher au fur et à mesure pour les forces plus sombres. C'est moins manipulable parce que ça brûle de plus en plus quelque part. Voilà, c'est comme ça que quand tu parlais de est-ce que la lumière va gagner ou a déjà gagné, elle a déjà gagné. Parce que dans son propre principe, quand une intensité du feu comme ça est en place, tu te rapproches pas, tu mets pas la main dans le feu, quoi. Voilà, c'est comme ça. Dans le principe, c'est comme ça, quoi. Mais bon, il fallait des gens pour ça, donc tu as craqué l'allumette. La prochaine question, c'est peut-être une des plus compliquées pour beaucoup de gens. C'est est-ce que le futur est déjà écrit? Et derrière, c'est un peu quelle est ta conception du temps? En fonction, sans doute, de tes enseignements, de ce que tu as vu dans l'astral, tout ça, quoi. Alors, mais il faut mettre des mots, effectivement, pour qu'on se comprenne, quoi. C'est... En fait, tout est vécu en même temps, en permanence, quoi. Tout est autogénéré en permanence. C'est bien tes vies parallèles que futur ou pas futur, probable ou pas probable. Philippe Guillemont essaye de se dépatouiller avec ça, il en parle très bien. Hein. Ça rejoint finalement ce que disaient les peuples premiers, donc je trouve ça sympa de voir, par exemple, moi, ce que j'avais appris avec les Tibétains, j'avais 25 ans, et ils débarquaient de leur montagne à l'époque, en Dordogne. L'emplacement de Dordogne dans lequel ils allaient était inscrit dans les textes védiques depuis 5000 ans. Je ne sais pas si tu vois. Ils exactement là où ça avait été dit. Il y en a un deuxième qui existe en Bretagne, qui est au Val sans retour à Brocéliande, qui est aussi un vortex sur l'astral tibétain, on va dire, comme ça l'est aussi en Dordogne. Et tout de suite, ils ont parlé de vacuité, des phénomènes de la vacuité, c'est-à-dire qu'en fait, tout s'autogénère en permanence, et pour ça, il ne faut pas s'attacher, justement, parce que ça fait partie de la vie. Par exemple, le concept de dire en méditation, il ne faut pas que tu aies de pensée, c'est totalement faux. C'est-à-dire que tu laisses les pensées se générer. Ils prenaient une image
Tu regardes une plage, tous les jours, tu vas la voir avec de l'eau qui monte, l'eau qui descend, avec des vagues, avec de l'écume, par moments des tempêtes, par moments un plein bleu. C'est la nature de l'esprit. Notre nature d'esprit, elle est comme ça, fabriquer ça. Donc, il ne faut pas se battre avec ça. Il faut passer à travers, avoir un recul là-dessus et ne plus être impliqué dedans. Et c'est comme une forme de recul. Donc, le temps, c'est pareil. Il faut avoir cette espèce de forme de recul qui n'est ni dans le futur, ni dans le passé, ni dans le présent. Tu peux, à l'instant présent, avoir les trois en même temps. Donc, effectivement, là, on se parle. Dans 15 secondes ou 30 secondes ou 3 heures, on va sortir de l'entretien avec déjà une autre possibilité d'agir. Donc, d'amener à nous ce futur pour se réaliser selon notre forme de chemin. Si moi, je veux justement arriver au 5e barreau de l'échelle avant de partir, dont tu parlais tout à l'heure, avec des possibilités plus simples peut-être, plus enrichissantes pour toi, mais il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de défini, il n'y a rien de définitif. Mais en tout cas, il n'y a rien de statique. Donc ça veut dire qu'effectivement, futur nourrit le passé, etc., ou autre. En mettre des mots là-dessus, c'est assez complexe. Hein. Mais quand j'en parlais avec ces enseignants tibétains, pour eux, si tu veux, ça n'avait aucune espèce d'importance. Tu es là dans l'instant, tout est là, tout est présent, tout est possible. Tout est possible. Tu peux choisir de changer de vie en un instant, tu peux décider de mourir, c'était dans la fréquence de ça, tu le feras, tu le feras. Quand je te parlais tout à l'heure du vol astral, c'est un de tes mécanismes. Tu peux choisir de partir en vol astral dans un instant. Tu peux aller voir ton futur probable, effectivement, d'avoir des visions. Ça sera selon toi ce que tu es capable de mettre en place dans ton présent. Tu peux aller voir ton passé, changer certaines choses. L'hypnose de régression y aide aussi. Ça va améliorer ce que tu vis au présent. Est-ce que ça changera ton futur? Oui, ça agira aussi sur ton futur. Mais donc, dans l'instant présent, tu peux absolument tout faire, quoi. Et c'est pour ça que il y a cette espèce de recherche sur l'ultra-conscience, de se dire que on est maître de nous, on est maître de l'univers, mais en fait, on est maître du vent, on est maître de rien, quoi. Il faut se laisser totalement aller, s'abandonner totalement à ce qui est, ce qui se fait. Et dans l'apprentissage sur Terre, par contre, quand on est dans un corps, c'est clair que tu es obligé d'avoir une mesure, c'est clair que tu es obligé d'avoir une horloge, parce que tu vis en communauté, parce qu'il y a le jour, parce qu'il y a la nuit, et que ça a été défini, donc tu peux pas te déphaser de tout le monde. Mais ça t'empêche pas que dans les moments où tu es, moi je prends beaucoup la nature comme référence, contre un arbre, que tu travailles avec sous un dolmen, tu t'es bien régénéré, tu t'es bien défait tes énergies négatives avant de rentrer, tu arrives sur la 5e pierre qu'au-dessus de ta tête, tu vas entendre des harmoniques, tu vas entendre des formes d'informations que tu ne peux avoir que parce que tu es en expansion de conscience. Donc tu vas effacer cette notion de temps à partir du moment où tu changes de conscience. Là, tu peux le mesurer et sur Terre, tu peux le vivre, parce qu'après, tu sais comment revenir dans tes bottes, reprendre le chemin, aller chercher tes enfants à l'école, agir avec tes collègues au bureau. C'est très, très intéressant. Mais l'imaginer, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, tu es dans l'astral, effectivement, tu te dis, mais c'est tellement autre que tu as envie d'y rester. Mais là, c'est pas le moment. C'est autre chose à faire sur Terre en attendant, quoi. D'accord. Est-ce que les gens appellent souvent vie antérieure et tout ça? Toi, tu penses que c'est plus que ça coexiste en même temps? Oui, Mais, ça coexiste. Ça peut même, et c'est le problème, communiquer encore. Ce qui fait que quand tu fais un travail où tu poses la notion avec la personne en disant on va aller dans des vies antérieures à celle-là, tu l'assures aussi que tout ce que tu vas ouvrir, tu vas bien le fermer en revenant. C'est comme un parchemin. C'est-à-dire que tu peux avoir 10-15 vies inscrites sur ce parchemin, tu le déroules délicatement, il y a toutes les actions, il y a toutes les conséquences, etc., qui sont inscrites. Et par moments, tu vas aller dans certaines vies, gratter, pas effacer, mais diluer certaines actions, et tu pourrais pratiquement les voir dans les annales akashiques de la personne, pas devenir invisible, mais devenir sans impact sur le reste de l'écriture. Ça agit vraiment comme ça, éthériquement. Et à partir du moment où tu réenroules le rouleau pour revenir dans le présent, ici même sur Terre,
que ça soit très bien fait, parce que le moindre oubli, ou si tu n'as pas fait attention à l'impact émotionnel que ça a mis sur la personne, elle peut te le ramener pendant 2-3 mois dans le temps présent ici. Donc ce sont des choses qui sont concomitantes et en même temps qui se relient, qui se parlent entre elles. Donc c'est très délicat. Après, c'est encore une notion temporelle qui est utile ici sur Terre. Quand tu vas là-haut, tu te demandes pas si je vais aller voir dans les vies antérieures, tu les as toutes devant toi, comme sur des écrans, puis tu apprends des choses. Mais ici sur Terre, tu as besoin parfois de parler d'antériorité ou de futur, mais ni futur, ni passé n'existe en fait, quoi. Ça, c'est une vraie réalité de conscience. Après, c'est un procédé qui est intéressant pour le travail thérapeutique. Ok. Ouais. Ce qui pour moi, quand je pense à ça, je trouve que c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a tellement de couches de travail thérapeutique possibles Exactement. quand on y pense. Et Ah, mais je suis d'accord avec toi. Il faut être très vigilant quand même parce je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire ouais, j'ai un mal-être aujourd'hui, c'est sans doute dû à d'autres vies ou des choses comme ça. Exactement. Alors que ça peut aussi, tu vois ce que je veux dire. Ah, tu peux perturber quelqu'un. Moi, je dirais que j'en suis revenu. J'ai beaucoup travaillé avec les gens. Alors, par moment, tu as vraiment des résultats où la personne se libère de charges émotionnelles, d'impact. Mais moi, c'était si la personne me dit être Cléopâtre, il n'y a pas de souci. Je travaille avec Cléopâtre. Hein, voilà. Si elle est tenante de bar, prostituée ou gigolo, il n'y a aucun souci. Je travaillerai avec ça. Ça va m'aider à comprendre pourquoi il en est là aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aujourd'hui. Ce qui s'est passé avant va me donner des indications, mais je ne vais pas dire à la personne qu'elle a soigné tout ce qui s'est passé avant. Ça serait totalement faux. Je suis revenu de ce genre de méthode. Je l'applique beaucoup moins, je travaille beaucoup moins là-dedans. Parce qu'il y a aussi des possibilités, oui, d'accidents. Alors moi, ça m'est jamais arrivé, mais je connais des gens, oui, effectivement, à qui c'est arrivé de péter les plombs après, de mélanger tout, de se retrouver avec des entités négatives, se croire complètement parasité. Il y a aussi l'hypnose régressive, là, de calogérogréphasie, dite l'hypnose ésotérique. Moi, j'avais été formé par eux, ça m'avait intéressé. Nathalie Knepper, tout ça, etc. Michael Newton. Pardon? Michael Newton, tu le cites dans ton livre. Oui, mais Michael Newton, tout ça. Mais il faut savoir faire la part des choses. On aide les personnes sur un moment de difficulté. On éclaire certaines conséquences qui peuvent être dues parfois à des choses qui sont passées bien avant cette vie-là. Oui, c'est certain aussi. Mais c'est casse-gueule. C'est pas... Voilà, Dolores Cannon était quelqu'un de très intéressante parce qu'elle était très, très, très branchée astralement avec certaines lumières. Et quand elle travaillait avec quelqu'un, quand elle disait travailler avec le moi supérieur ou le soi, tout ce que tu veux, elle canalisait cette force qui nettoyait la personne, qui faisait un bien fou, qui arrivait à des changements intérieurs. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle faisait? Moi, c'est ce que j'appliquais aussi après, à la fin. C'est le principe d'auto-guérison de la personne. C'est-à-dire que tu actives le principe d'auto-guérison de la personne, et c'est elle qui va se nettoyer, qui va se soigner avec les propres lumières. Et il y a certainement aussi par moments des interventions autres astrales, c'est certain. Et tout le monde n'est pas apte à faire ça en tant que thérapeute. Donc, tant que tu n'es pas à ce niveau-là, faut pas servir de cobaye, quoi. Donc, moi, j'invite les gens à bien réfléchir, à bien sonder les thérapeutes avec qui vont faire ça. En sachant que ça va apporter des bienfaits, mais ça suffira pas forcément. Il fera un accompagnement, je pense, plus ou moins psycho là-dessus. Moi, je serais pour que, en tout cas, ce genre d'hypnose demande des facultés d'études de psycho, par exemple. Sinon, c'est un outil qui va t'échapper des mains, toi, en tant que thérapeute. Hein. À partir de la moment là, parce que tu peux avoir une personne qui se bloque, qui est par exemple en Égypte, elle veut y rester, quoi. C'est trop bien, ce qu'elle envoie est trop bien. Toi. Et elle veut aller plus loin, et donc tu dois la ramener parce que là, ça commence à développer des émotions. Tu sens que tu la vois bouger, tu la vois frémir. C'est autre chose, c'est pas tout de même quelque chose de beaucoup plus neuronal. Donc, faut pouvoir intervenir. Et là, si t'as pas des bases psy, c'est tout de même plus compliqué aussi, quoi. Donc, toutes ces nouvelles techniques sont prometteuses, mais sont à l'heure du développement pour l'instant.
Et je pense que le jour où la médecine refera vraiment un vrai travail de fond, ça sera intéressant de cadrer ces méthodes-là, parce que la personne qui sort de chez toi, si en même temps les médecins, psychiatres et autres, ça va te donner peut-être dans 10-15 ans des plantes, des huiles essentielles. Il y en a qui le font, hein, j'en connais qui le font. J'en connais qui travaillent aussi avec les tarots là-dessus, au niveau symbolique et tout ça. Donc, il faut attendre encore quelques années, mais faut être attentif à tous les phénomènes comme ça. Je parlais des techniques d'hypnose ésotérique. On peut tout mettre dedans. Voilà, là, voilà, on peut utiliser ça sur toutes les sauces, parce qu'il y a aussi malheureusement un aveuglement des gens qui ont besoin de croire, qui ont perdu la foi intérieure, on va dire, en tout cas, même à la source, et qui sont plus reliés et qui vont faire vraiment une confiance totale et aveugle à des personnes. Moi, j'ai vu dans certains stages, pour te résumer ça, c'est simplement, voilà, quelqu'un a mal au foie. Il va aller voir un médecin. Le médecin va lui dire, voilà, je vais vous donner aussi le coccinum parce qu'il est branché un petit peu sur les granules et tout ça. Après, la même personne a mal au foie va aller voir, je sais pas, un ostéopathe. Il lui dit, je vais vous remettre le foie en place parce que après, il va aller voir un hypno qui va lui dire, oh là, non, là, c'est plutôt dû, etc. La colère, on va travailler sur la colère. Après, il va aller voir l'hypnose régressive qui va lui dire, vous aviez pris une flèche il y a 300 ans, on va vous l'enlever. Puis tu vas voir l'hypnose ésotérique qui va dire, oh là là, non, moi j'ai carrément un insectoïde qui est en train de m'attaquer, ou un reptilien. Le mec, il ressort, l'important c'est qu'il ait plus mal au foie, toi. Mais entre-temps, s'il fait vraiment totalement confiance à la personne, tant mieux si ça a marché, mais il risque d'avoir des surprises après, quoi. Et parce que les gens ont un abandon d'autonomie qu'ils laissent à l'autre, quoi. Et ça, c'est le gros problème d'aujourd'hui. Et je trouve que le Covid, pour ça, ça a été intéressant et terrible aussi. C'est l'hypnose collective que ça a amené. De croire un état, de croire une pensée unique, de croire qu'il fallait faire totalement confiance à ce qu'on disait tous les soirs à 18h à la télévision avec le professeur Salomon ou je sais pas quoi, là, qui annonçait tant de morts qui faisait peur à tout le monde. C'est assez terrible. Mettez les masques, mettez pas les masques, etc. Et cette confiance aveugle qui est plutôt dans les marchands du temple, dans les marchands tout court, dans le New Age, que voilà, si j'ai mal au foie, je vais peut-être changer mon alimentation. Oui, être moins colérique, parce que des moments, je m'emporte vraiment, ça commence à me tomber dessus. Faire attention à soi, au bon sens des grands-mères. Tu sais, Jean Ferrat, il en parlait une fois, il citait une grand-mère en disant vous savez, aujourd'hui, on va dans l'espace, aujourd'hui, on peut aller dans la Terre. Puis la grand-mère, elle dit à un moment, mais est-ce que tous ces gens-là, ils savent faire encore une bonne soupe? Et lui, il est resté sans voix. Il a dit non, mais c'est vrai, c'est essentiel. Donc, c'est pour ça, il faut simplement réapprendre ça. Et si tous les gens qui t'écoutent, qui nous écoutent, qui lisent des bouquins ou autres, retrouvent cette autonomie, au fur et à mesure, on aura gagné. Nous, notre volonté, c'est que les gens soient de plus en plus libres de prendre leurs décisions, leurs responsabilités. C'est aussi le but des philosophes de rappeler ça. Voilà. Donc, on est en plein dedans, là. On est en plein dedans. C'est sur le sens critique, mais bienveillant. C'est-à-dire de vraiment avoir les yeux en face des trous, on va dire, et de prendre sa propre responsabilité dans la part du collectif d'aujourd'hui. Ça, c'est notre mission. Puis après, il y a les allumettes comme toi, moi ou d'autres, qu'on traque pour allumer une bougie de temps en temps à droite à gauche et pour que les gens se disent, oula, c'est du bien d'avoir un peu d'éclairage, parce que tout le monde en a besoin. Même nous, on va aller se relier à d'autres formes d'éclairage pour aller plus loin, parce qu'on sent que, voilà, faut continuer dans l'éveil, quoi. Super, c'est génial, t'inquiète. Bon, ma 8e question, c'était est-ce que tu avais une synchronicité ou une expérience un peu extraordinaire que tu avais envie de partager? Oui, il y en a plein, mais alors ça va concerner par exemple des choses relativement récentes avec ma femme qui est partie il y a 3 ans, Olivia, et qui met sur mon... On sait qu'elle nous écoute. Oui, forcément, elle est là, hein, ça c'est clair que si je parle autant, c'est qu'elle est là aussi, tu vois. C'était la piouteuse de la vie, elle. Sur Terre, hein, mais là-haut, pareil. C'est le fait que quand j'ai besoin d'une forme de soutien, parce que c'est difficile, hein, comme on disait tout à l'heure, il y a des moments où le poids peut être lourd pour chacun. Ça arrive. Je prends un exemple.
Il y a quelques jours, là, j'étais sur un dolmen à tresser, et vraiment, c'était très dur, c'est passé des choses très dures. Et je disais à Olivia, écoute, là, si tu peux un peu m'encourager, me donner des signes d'encouragement, parce que c'est compliqué de continuer comme ça, quoi. Et 3 minutes après, il y a mon fils qui m'a appelé et qui m'a dit, mais tu sais, j'ai eu l'impression qu'Olivia me demandait de t'appeler. Ah bah, j'ai dit, c'est sympa, c'est gentil. Voilà, ça m'a fait un bien fou, ça m'a retapé. Ouais. Une autre fois, je m'engueulais avec là-haut en disant, mais trop dur, quoi. Vous demandez beaucoup, et puis le collectif, il change, c'est vrai, mais c'est vachement lent, quoi. C'est très, très lent. Et c'est cette nuit-là elle est venue, astralement, c'est comme si j'avais grimpé sur son dos, mais comme un sac à dos, toi, comme si elle me prenait comme un sac à dos. Et je suis monté très, très, très haut, le plus haut que je pouvais, au côté lumineux. Et c'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait que je sentais encore mon identité quand même. Il y a ces rayons qui sont arrivés sur moi, sur elle. Il y avait tout un groupe d'âmes, qui était son groupe d'âmes à elle, qui recevait ces... Alors nous, on appellerait ça des formes de bénédiction, mais c'est des formes d'information lumineuse. C'est vraiment les aurores boréales qui te descendent dessus, toi, personnellement, et sur tout un groupe. Tu as les lumières, tu as les couleurs, tu as des algorithmes, tu as des équations qui passent partout, tu as des sons, les couleurs sont des sons. Et ça a été tellement intense qu'au bout d'un moment, bah, le sac à dos, il est reparti vers la terre. Donc je suis redescendu parce que c'était trop fort. Je suis revenu dans mon corps, je me suis réveillé. Alors évidemment, il était 3 heures du matin, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas dormi pendant pratiquement 3 jours. Tu vois. Ah, j'étais en pleine forme. Et en même temps, ça m'a ouvert une médiumnité plus grande. Ah Et ouais. c'est ce que j'avais demandé en disant, moi j'ai besoin encore de plus de confiance, que vous me soutenez et tout. Et là, j'ai compris. Mais d'un autre côté, j'étais d'autant plus en contact avec eux, donc ils me demandaient d'autant plus. Si tu veux, bah, tu reçois, mais tu fais. Ouais, Voilà. ouais. Et une autre synchronicité, c'est qu'avant ça, je me suis retrouvé devant le Conseil des Sages. Le Conseil des Sages, dans l'astral, c'est aussi un groupe d'âmes, mais qui va te proposer, quand tu es de l'autre côté, par exemple, ils viennent pour débriefer ta vie, et puis te conseiller pour ce que tu pourrais faire après. Et puis après, tu fais ce que tu veux, tu fais tes choix. Sauf que tu peux les revoir aussi dans ta vie terrestre. Alors là, c'est pas que c'est inquiétant, c'est que là, ça signifie une orientation différente. Donc, tu arrives, Mmh. et à l'époque, j'avais dit, mais ça, je veux plus le faire, etc. Je parlais de la médiumnité, j'en avais ras-le-bol, etc. Puis, ils étaient là, très gentils et tout, en me disant, je voulais te demander, c'est est-ce que tu accepterais justement de travailler plus intensément dans la médiumnité? Alors, je dis, je Ah, croyais que ça tourne mal. ça tombe mal, mais vraiment, alors vraiment l'innocent, mais le gosse un peu espiègle, en même temps malvenu par rapport à la droiture et à la sincérité de ces gens-là, quoi. Tu sais, genre, j'en fais déjà pas assez, c'est bon. Genre, tu vois, j'ai déjà mis la nappe, la vaisselle. Hier, j'ai rangé 2 fois les placards. J'ai pas en plus. Non, mais oh, je suis pas. Et puis, quand j'ai vu l'impassibilité de ces gens-là et tout l'amour qui sortait de leurs yeux, j'ai compris qu'effectivement, bah, j'avais pas trop le choix, quoi. J'ai dit, bah oui, bien sûr, etc. Tout ça. C'est pareil. Boum. Après, j'ai mieux reçu. Ce sont des synchronicités de travail d'utilité, quoi. Mais bon, c'est très prégnant parce que c'est actif. Et je voulais simplement rajouter quelque chose par rapport au vol astral aussi. C'est que l'utilité du vol astral, c'est justement les conseils qu'on te donne pour avancer dans ta vie. Et moi, j'ai eu beaucoup de visions, on va dire, prophétiques par rapport à ce qui se passerait dans les prochaines années, ce qui était possible si la vie savait pour ça. Et ça m'a aidé à mieux conduire ma vie aussi après, à mieux comprendre, à pas tomber dans certains pièges. Ça n'a pas empêché d'autres, mais ceux-là, au moins, je les ai évités, quoi. Mmh. Donc voilà. Mais oui, les synchronicités, c'est très direct. Et dans les stages, pour t'en donner des tonnes, on n'en finirait pas sur les défunts. Je donnais certaines manières d'être contacté par les défunts. Les personnes le faisaient le soir même, avaient des résultats, m'appelaient le lendemain. Et moi, j'avais le sourire d'Olivia face à moi, en me disant, bah, tu vois, t'es dans le juste, là, c'est bien ce que tu fais, quoi. Alors, un petit encouragement, quoi. Synchronicité d'encouragement. Ouais, c'est génial. Ouais, 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 ça fait du bien. Ça fait du bien. Je savais pas qu'on pouvait, enfin, ça doit pas être fréquent non plus, mais aller se retrouver devant le conseil des sages de son vivant, quoi. Alors si, si tu as un travail déjà particulier et que il y a un élément, par exemple, moi ils m'ont demandé d'aller travailler sur Quimper. Là, je suis à Saint-Malo, toi. Moi, j'ai dit, oh, merde, Quimper, le Finistère, l'hiver. Bon, ok, mais c'est parce que
Il y a tout un groupe qui s'ouvre là-bas aussi de communication avec les défunts, donc je vais y aller, quoi, je vais aller voir et tout ça. Mais finalement, tu t'aperçois que c'est aussi dans ton intérêt personnel, parce que ça t'éveille et que ça te nourrit. Après, il y a le fait du déplacement, il y a le fait des humeurs des gens, de ce qu'on est, mais intérieurement, au plus profond, tu sais que c'est juste. Ils agissent toujours en justesse, et quand ils vont orienter une partie de ta vie, ils viennent te le demander avant, quoi. Ils te l'imposent pas. Ils te l'imposent pas. Si j'avais dit non, ça serait arrêté là. Après, je me serais dit, mais quel con, quoi. C'est de même dommage, parce que s'ils pensaient à moi, c'est qu'il y a aussi quelque chose que j'allais apprendre là-bas, quoi. Bien sûr, ouais. Ouais, et puis tu sais pas quand est-ce que tu vas y retourner non plus, donc Voilà, voilà. Mais ça arrive parfois totalement inconsciemment, hein, attention. hmm. Et je sais pas si ma question a du sens, mais est-ce que ces conseils-là, ces êtres-là, ils sont liés à notre planète ou est-ce que ils sont Non, supra-espèces? non. Oui, oui, ils sont interespèces, on va dire. Hmm. Ils vont se montrer à toi. Moi, j'ai des croyances plutôt celtiques depuis que je suis petit. J'ai toujours rêvé de personnes habillées en blanc sur les îles bretonnes, au large, ou Atlante et autres. Ils se montreront à moi comme ça. Par rapport à d'autres, même par rapport aux élémentaux, par exemple, ils vont se présenter sous forme d'élémentaux s'ils ont besoin de demander un travail particulier sur un emplacement géographique, sur un lieu. Ils vont se Hmm. présenter comme ça. Si c'est quelqu'un incarné dans un corps humain mais qui n'est pas de cette planète, ils vont se montrer différemment. Hmm. Il y a quelque chose de commun à toutes les espèces par rapport à la lumière, et ils sont tous en respect de ça. Hein, tu leur parles de Dieu. Dieu, pour eux, c'est effectivement la source. C'est ce qui les motive aussi à avancer. Hein, le mot Dieu, c'est très terrestre. Pour eux, ça va être d'autres significations. Ils ont leur propre croyance et foi. Mais ils te diront toujours que derrière, en toile de fond, on va dire, il y a cette forme lumineuse euh, qui est palpable par eux-mêmes, quoi. Hmm. Donc cette forme lumineuse, quand elle a besoin de communiquer, elle va prendre le chemin le plus facile. Toi, dans tes rêves, si dans la journée tu n'écoutes rien sur un sujet précis, imaginons que ta mère soit défunte ou autre, bah, elle va se présenter à toi dans un rêve et elle va parler des mêmes choses et elle, tu vas l'écouter. Mais ça ne sera pas ta mère, hein, ça sera un de tes guides qui aura pris l'apparence de ta mère. Ou ce sera peut-être ta mère missionnée par un guide. Donc vraiment, ils sont très très forts là-dessus. Hein. C'est du maquillage théâtral. Il y a un théâtre humain, mais il y a aussi un théâtre astral. Hein. Ils sont très forts. C'est marrant. Très bien, ben, hyper intéressant. Donc mon avant-dernière question sur cette liste, c'est qu'est-ce qui te fait monter en vibration? La notion d'amour, la notion de joie, de ce que je vis dans ces moments-là. Et après, l'intention que je peux y mettre, par exemple dans une certaine forme de Qigong, dans la respiration, dans l'attachement à la nature et dans les lieux privilégiés qui ont été construits par l'être humain pour vibrer et t'aider à monter en vibration. C'est beaucoup de choses en même temps, mais tu peux tout conjuguer dans le même moment, au même instant, dans un lieu adapté, travailler pour ça, cadré pour ça, quoi. Hein, je parlais souvent des clés de voûte dans certaines cathédrales. Amiens est une cathédrale totalement fonctionnelle. Si tu sais y travailler, tout le parcours que tu feras de déambulation et autres, tu ressors à la fois lavé de ce que tu viens de vivre pendant peut-être quelques mois et rechargé avec un branchement très particulier à certaines âmes qui sont là pour toi, quoi, et qui t'accueillent. Il y a Sainte-Catherine de Lisieux, qui est une toute petite chapelle templière qui est à côté de Vannes, extraordinaire. Tu as les âmes évoluées, éveillées, et tu as les anciens templiers, tu as les alchimistes aussi qui sont là. Et si tu es bien prédisposé, si tu as fait le circuit aussi qui est nécessaire pour te mettre en état de réception, tu vas ressentir les présences, tu vas ressentir les rayons qui t'envoient, et au fur et à mesure, tu mutes, carrément, quoi. Tu as vraiment des emplacements alchimiques. Chartres, encore, il y a une trentaine d'années, je sais que c'était fonctionnel au niveau de certains vitraux, parce que les vitraux étaient faits d'une certaine manière au niveau des couleurs, des teintes, ce qui fait que passant les rayons à travers les bleus, par exemple, donnant sur les pierres au sol, si tu étais au centre de ça, tu bougeais au niveau de la chimie. Donc il y a tout Hmm. ça, c'est extraordinaire. Ce sont des livres de pierre, mais
fabuleux, quoi. Mm. On réapprend au fur et à mesure à se les approprier. La plupart sont encore libres, fonctionnels et gratuits. Donc, franchement, faut pas le gêner avec ça, quoi. C'est là à disposition, les anciens veulent qu'on y revienne travailler. Il y a besoin d'être entretenu, je dirais, à partir du moment où ils peuvent travailler, ben, eux, ça fait reluire l'emplacement, on va dire. Ça attire d'autres âmes. Et plus ce lieu peut transmettre, plus il vit dans l'amour et le cœur, et plus tu reçois, quoi. C'est un lieu où il faut aller avec ses enfants aussi. Il y a beaucoup d'enfants, naturellement, quand ils arrivent sur les dolmens, bon, ils ont envie de courir dessus parfois, mais il y en a beaucoup qui vont en dessous directement, se placer contre la pierre de l'hôtel qui est au fond, se mettre le dos, rester là 10-15 minutes à rien dire, quoi, et puis prendre de l'énergie. Ils ressortent de là comme des petites pommes à deux pattes, toi, qui courent partout, là, tout brillant, et ils ont reçu énormément. Et ça se retraduit après dans les mois, au fur et à mesure, ils ont des éclairs de conscience sur certaines choses. Donc ces lieux sont toujours fonctionnels, il y en a partout sur Terre. C'est à nous simplement d'y aller avec beaucoup d'humilité, et puis de travailler, se découvrir à travers ça, quoi. Est-ce parce qu'il me semblait qu'à un moment donné, tu disais qu'il y avait des clés d'activation de certains lieux. Est-ce qu'il faut activer les lieux où on va systématiquement ou justement quand on est un enfant, par exemple, ça se fait tout seul, quoi? Ça dépend de ton intention. Si tu viens avec l'intention de recevoir, tu vas être à distance au départ. Par exemple, un dolmen, il y a toujours une pierre avant le dolmen sur lequel tu dois te poser tes mains, parce que le lieu va sentir ta fréquence. Ah oui. Le gardien du lieu va comprendre qui tu es, ce que tu veux, quelque part, il va te sonder. Au fur et à mesure, toi, tu vas te mettre à la fréquence du dolmen, il faut un certain temps, et le gardien du lieu va descendre aussi, on va dire, en énergie, pour simplement mettre le lieu à ta disposition. Donc, quand tu vas rentrer dedans, il y a un certain sens de travail. Tu as une pierre de décharge qui est comme à l'ouverture des cathédrales ou des abbayes, sur lequel tu vas rester avant de rentrer en dessous. Et tu vas sentir que tes énergies s'en vont vers la terre, se régénèrent par la terre. Tu passes en dessous, le dolmen, tu avances à quatre pattes. Si tu as choisi en plus une date genre solstice et équinoxe, tu vas avoir une compression du poids des pierres qui sont au-dessus, sur celles de chaque côté, sur la terre elle-même. Et ça va amplifier l'énergie tellurique qui passe dans cette allée qui t'amène à la pierre du fond. Ces dolmens sont placés sur des lignes telluriques. S'ils n'ont pas été cassés, s'ils n'ont pas été déviés avant, parce que des gens qui ont déplacé des dolmens avant d'autres menhirs. Et si donc il s'est toujours activé, c'est toujours en transmission. Tu vas marcher sur cette ligne tellurique à quatre pattes comme le ferait n'importe quel serpent. Le serpent ne va pas n'importe où, il va sur des lignes telluriques pour se régénérer. Donc tu fais pareil. Tu te régénères par le ventre, par la face. Au-dessus de toi, tu vas avoir les énergies solaires qui tombent sur la pierre, qui amplifient l'énergie cosmique de la pierre, que tu reçois sur le dos. Et tu vas comme ça jusqu'à la pierre. Tu tournes la pierre de l'autel qui termine le dolmen. Tu tournes, tu restes quelques minutes. Si tu es bien ouvert, là, tu vas recevoir des transmissions qui vont se faire aussi parfois au niveau du son. Tu vas entendre des sons, tu vas entendre comme des paroles. Tu as l'impression qu'on te parle à travers des pierres, des choses comme ça. Tu peux avoir des sons à prononcer, des A, des O, des E, des trames de sons qui peuvent être dites, qui vont aider à amplifier tout ça. Tu vas apprendre, tu vas cumuler, tu vas pas chercher à analyser, tu repars de l'autre côté, donc tu ressors, et tu reviens, tu fais tout le tour, et tu te mets debout derrière la pierre d'autel. Pierre d'autel qui est donc celle du fond en rentrant de l'est en ouest. Et là, tu poses tes mains, et là, tu te recharges encore. Et là, tu reçois encore une énergie cosmique, qui était une énergie plus dans le rituel, plus alchimique. Et à partir de là, tu vas aller t'allonger un petit peu. Si tu es bien prédisposé, tu peux faire du vol astral, tu peux faire des tas de choses comme ça, ou tu vas simplement roupiller comme je ne sais quoi. Un enfant, la différence, c'est que lui, il va y aller naturellement et qu'il va être pris en charge immédiatement, qu'il va recevoir ce qu'il peut recevoir. Il ne s'agit pas de l'exploser non plus. Donc, il va recevoir une énergie d'information, de joie, de communication avec ses guides. Il en aura conscience ou pas. Moi, j'ai déjà fait des après-midi avec des gamins et des parents qui vont te raconter après tout le lieu, tout ce qui s'est passé dans le lieu, le village qui a existé. Là, il y avait ça, là, il y avait ça. Alors, les parents sont toujours un peu, bon, oui, mais bon, il invente quoi que ce soit, donc on laisse faire, c'est pas grave. Puis des parents qui vont dire, ouais, non, là, ça m'a bougé, ça les a remués émotionnellement.
Donc voilà, il y a des clés qui s'apprennent, et il y a des clés où parfois tu peux être là, travailler sur un lieu, et puis tu as un mec qui arrive avec son sac à dos, qui a marché 2 heures, on n'a strictement rien à faire, qui va faire le même truc que toi, et ça va marcher de la même manière, parce qu'il n'aura aucune attente, aucun challenge ou quoi que ce soit, tu vois. Donc là, c'est vraiment une prédisposition intérieure. Mais ça s'apprend, mais ça se transmet, et après, ça va se travailler, si tu veux que ça aille plus loin, avec des moments astronomiques, avec des moments astrologiques, des dates particulières, avec des appels de protection, avec des appels de déité. C'est là où pourrait intervenir la Wicca, etc. Donc là, tu es beaucoup plus dans une expansion travaillée, programmée, quoi. Mais c'est très, très intéressant. Ce sont des livres. Après, il y a ce que tu es capable de lire, ce que tu n'es pas encore capable de lire. Il faut dire ce qu'il y a, quoi. Oui, bien sûr. Et toi, tu as appris tout ça, on t'a transmis tout ça ou... Alors, on m'a transmis tout ça au fur et à mesure par les gens que j'ai rencontrés, par des sachants, que ce soit en Bretagne, que ce soit en Bourgogne. Ouais, il y a eu aussi beaucoup d'enseignements astral. Après, il y a eu les Tibétains qui parlent de la même chose. C'est-à-dire que quand ils fondent un temple quelque part, ils prennent les mêmes repères géobiologiques que font les Occidentaux. Hein. Les géobiologues s'en sont aperçus, ils étaient sur le cul en se disant, mais ils travaillent comme nous. Et ils disaient, bah oui, c'est l'onde, c'est la forme pensée, c'est la mise en pratique des rituels, etc. C'est pareil partout, quelque part, quoi. Et ces cadeaux des anciens, en tout cas en Bretagne, entre autres, des mégalithes, quoi, qui sont là, qui sont disponibles. Voilà. Ok. Et en ce moment, enfin, ça fait partie de tes activités principales, tu dirais, de travailler sur ces énergies telluriques et tout ça, ou c'est plus médiumnité? Bah, l'appel que j'ai de l'autre côté, c'est par rapport à la médiumnité, mais je le fais vraiment par rapport à l'enseignement sur la communication avec les défunts. Je travaille vraiment, entre autres, avec Olivia ou quelques personnes de ma famille d'âme, mais je reçois personne pour faire de la médiumnité. Je sais qu'il y a des gens qui me demandent de capter leurs défunts, leurs proches et autres. Je le fais pas, parce que c'est beaucoup d'énergie à prendre. C'est une autre démarche. Il faut être totalement disponible à ça. Un bon médium par rapport à, en tout cas, la médiumnité par rapport aux défunts, je dirais pas qu'il fait que ça, mais c'est quelque chose qui est très, très, très prenant intérieurement. C'est des énergies qui arrivent, c'est des énergies qui repartent. T'as beau essayer d'être propre comme un sous-neuf, tu ressors toujours d'une séance, t'as l'impression qu'il faut que tu enlèves ton caban et que tu ailles te laver, quoi. Parce que les gens projettent énormément de choses et que parfois, ils n'obtiennent pas non plus ce qu'ils veulent. Pas oublier que c'est pas parce que tu demandes qu'ils vont te dire qu'ils sont dans l'obligation de faire certaines choses, de révéler certaines choses. Et puis, il y a des gens qui veulent entendre autre chose. Tu as beaucoup de gens qui disent oui, mais je veux avoir des nouvelles de mon petit, est-ce qu'il va bien? Oui, madame, il est là, il vous dit qu'il va bien, il ne faut pas se soucier de ça, au contraire, commencez à être heureuse vous-même dans votre vie. C'est pas ce que je vous demande si vraiment il va bien. Il y a des gens qui sont tellement mal dans leur trauma, ils sont encore dans leur deuil, qui prennent un médium pour se satisfaire quelques instants, puis ils en prendront un autre dans 3 semaines, quoi. Ouais. Donc Oui, c'est un oui, métier. on voit ça, ouais, des fois, même dans les salles médiumniques, moi j'en ai vu beaucoup, des gens qui viennent toutes les semaines, qui posent les mêmes questions Oui, oui, c'est ça. et qui sont en boucle un peu, c'est pas évident. Mais un exorciste a le même problème, hein. Mais monsieur, mais non, vous n'êtes pas envoûté, c'est vous là qui êtes en train d'accumuler des pensées négatives depuis des décennies dans ce que vous me racontez, puis ils le sentent, hein, parce que t'en as, ils ont 40 ans d'expérience, et dès que la personne a parlé, ils savent où il en est, quoi. Les gens sont persuadés que c'est pas eux, hein, qu'il faut régler ça, quoi. Mais ça part d'eux. Voilà. Très bien. Alors, juste une dernière question, Gilles, et après on parle de ton livre. Donc, ma dernière question, c'est quel est le mantra, s'il y en a un, seul, qui guide ta vie? Est-ce que tu as quelque chose qui te... Ou en tout cas en ce moment, parce que j'imagine que ça peut évoluer aussi. J'apprends à être libre. J'apprends à être libre. Et je me communique aux autres. Je dirais c'est ça, quoi. C'est-à-dire que mon travail personnel est celui qui peut apporter quelque chose au collectif, quoi. C'est difficile, hein, faire un mantra. C'est on mani padmé hum, hein, quelque part, tu vois. Aimez-vous les uns les autres, hein, ça serait vraiment plutôt ça. Mais je pense que l'autonomie personnelle amène l'autonomie collective et la force collective. C'est ce qu'il faut retenir, je pense.
Mais je voulais parler de ce livre que j'ai ici, parce que je vais en parler dans le journal de la Source, là, en février. Ouais, bah, Et, merci. et alors évidemment, il y a plein de choses intéressantes. Moi, ce qui m'a plu déjà, une première chose, c'est que c'est un peu quand même. Bon, déjà, je trouve que bon, c'est très touchant, évidemment. C'est un livre que tu as écrit avec ta femme, donc qui est partie Ouais, il y a 3 ans, donc en canalisation. C'est un livre que j'imagine qui a demandé énormément de force ouais, ouais. parce qu'il y a parce qu'à la fois ça parle de la séparation avec l'être aimé et à la fois ça donne des clés pour vivre cette séparation-là. Ouais, ouais. Donc voilà, très très courageux et très généreux. Il y a un message immense d'espoir et de joie et d'amour parce que les liens d'amour ne cessent jamais finalement. Oui, Donc complètement. Ouais. c'est ce qu'on retient. Et puis de la part d'Olivia, vraiment une envie profonde d'aider les gens, que les gens s'éveillent et comprennent comment ça fonctionne, quoi. Donc, Ouais. comment toi tu en parlerais de ce livre Ah, rétrospectivement, ben, quoi. en tout cas pour moi, ça a été en même temps une forme de thérapie quand même. Mais oui, revenir sur les moments les plus difficiles, les plus durs, émotionnellement, ça a été compliqué. Euh, mais moi, justement, Olivia était là, à me donner des solutions à chaque fois pour mieux comprendre, mieux intégrer ça. Et puis, je pense que de toute façon, une réalité pour chacun qui perd quelqu'un de proche comme ça, c'est qu'on a une mort intérieure à vivre. On a nous aussi, et l'autre meurt, et nous, on meurt à nous-mêmes sur Terre, dans cette relation, dans ce qu'on a été avant, qui ne sera plus, parce que c'était 21 ans de travail en commun aussi, et on s'est beaucoup appuyé l'un et l'autre pour aider à avancer. Donc, il faut tout reconstruire différemment. Tu gardes les acquis, bien sûr, mais dans cette reconstruction, ça t'oblige, toi, à aller chercher en toi des choses dont tu t'étais éloigné aussi pendant des années pour que le couple fonctionne, parce que la vie en couple demande une certaine forme d'énergie. Donc, cette mort intérieure, une fois qu'elle est vécue, que tu te reconstruis, fait que tu es beaucoup plus à même de vivre ta vie en autonomie aussi par rapport à la personne qui t'a quitté. Moi, ce qui avait de compliqué, c'est justement qu'on écrivait à quatre mains, donc à chaque fois, ça me ramenait dans les émotions. Donc, au fur et à mesure, j'ai appris aussi à m'éloigner de ces sentiments-là, de ces émotions-là. Et puis, en même temps, c'était une joie parce que ce qu'elle me révélait, ce que je comprenais, confirmait ce que je ressentais, mais y ajoutait sa patte personnelle par rapport à des exemples qui étaient autour de moi, de ma famille, de sa famille à elle. Quand elle m'a expliqué pourquoi elle était venue sur Terre par rapport à sa mère, ce qu'elle avait besoin de comprendre et vivre. Déjà, ces informations étaient vraies parce que elle sondait où en étaient ses frères et sœurs par rapport à sa disparition pour comprendre ce qu'ils vivaient eux aussi. Est-ce que ça avait changé quelque chose Il y a eu des événements dramatiques qui sont passés après parce que son propre frère, son grand frère, s'est suicidé. Donc, elle m'a expliqué aussi ce qu'était le suicide. Tout a été dans l'expérimentation même de tas d'événements, tout en écrivant le livre, quoi. Et tous les deux, vous avez toujours été finalement quand même, vous aviez ça en commun tout de suite intéressés par toutes ces choses un peu invisibles, avec tous les deux des chemins de vie difficiles. Hein, Olivia aussi a un chemin de vie Ah oui, oui. Ouais, ouais. c'est compliqué. Hein. On a eu ça, oui, immédiatement, parce qu'on s'est rencontrés aussi par rapport à des conférences. Elle avait aussi cette forme de médiumnité. La différence avec moi, c'est qu'elle était dans le côté plus dur de la vie. Elle avait travaillé en tant qu'auxiliaire de puriculture dans des endroits, familles émigrées ou autres, avec des enfants en difficulté, père absent ou père parti, femme battue. Elle avait entre ses mains des petits bibous de 0 à 6 ans. Et elle transmettait énormément à travers ses enfants. Elle recevait énormément de messages télépathiques aussi. Et ce qui fait que tous les deux, on s'est branchés par rapport à tout ça. Et pendant 21 ans, on en parlait régulièrement tous les jours, parce que même la nuit, parfois, on partait dans l'astral ensemble. Ouais, c'est fou ça.
Oui. C'est vraiment, c'est à part. C'est génial parce que dans l'astral, tu as le meilleur, tu sais, c'est tellement parfois lumineux, joli, etc., que quand tu reviens, tu es content, quoi. Ça a passé la journée, les engueulades, etc. Tu te rattrapes la nuit. Oui, c'était des 24 heures sur 24, donc c'est pour ça que le choc a été très important, parce qu'elle est partie en même pas 6 jours. Tout s'est effondré en elle au niveau des intestins et autres, et ce qu'on n'avait même pas su détecter, qu'on n'avait même pas su voir par nos médiumnités et autres. C'est pour ça que je dis toujours, ça n'empêche pas quoi qu'on fasse comme travail personnel, de lumière, d'aide aux autres, de se surveiller soi-même. Olivia, si elle allait chez le dentiste, 3 mois avant, elle avait déjà ses badges, ses patchs pour les piqûres, pour tout. Elle avait horreur de la souffrance. Et elle était extrêmement puissante dans l'esprit pour ne pas sentir les choses au niveau de sa santé par moment, et ça s'est révélé fatal. Donc vous voyez que malgré le fait qu'on pense bien, qu'on mange bien, qu'on est enseigné, le bon sens, c'est de rester sur Terre, quoi. C'est-à-dire bien enraciné, de faire attention à qui on est, sa santé, et puis les gens qui nous entourent, quoi. Bien sûr. Et je me souviens plus, je crois que dans le livre, tu dis que vous avez été ensemble dans d'autres Oui, incarnations aussi. Parce que oui, on oui. peut pas, parce que tout le monde qui va entendre ça se dit, mais moi aussi, j'ai envie de voyager dans l'astral avec mon conjoint ou ma conjointe. C'est pas quand même tout le monde qui peut faire ça, hein. C'est quand même des gens déjà assez Non, expérimentés. non, faut pas penser ça. Si tu es C'est vraiment vrai. dans ces périodes d'amour, par exemple, tu peux être sûr que tu pars avec, hein. La nuit, tu t'endors, tu pars avec. Ouais, Tu t'en souviendras pas, par contre, tu vas avoir plutôt des rêves. Mais c'est ça. beaucoup de gens le font, mais n'en ont pas souvenir, n'en ont pas conscience. Et puis, il y a aussi des parts de mystère qu'il faut garder. Je veux dire, quelqu'un qui apprend dans l'astral avec certains enseignants n'a pas à être accompagné par l'autre personne aussi, hein. Il y a des choses qui sont Oui. personnelles, qui doivent rester personnelles. Euh, Pas qu'on ait à cacher des choses, mais on n'est pas tous évolués de la même manière sur certains domaines, quoi. Donc, Mm. ça peut On aussi reste quand même choquer. des singularités, quoi. Oui, mais ça existe beaucoup plus qu'on ne le pense. Comme il y a des personnes qui te diront qu'ils trompent leur femme dans l'astral ou leur homme dans l'astral, qui vont faire l'amour avec d'autres personnes, qui ont ce souvenir-là, qui rencontrent d'autres formes énergétiques très attrayantes. Voilà, il y a aussi ça, quoi. Ça existe aussi, mais ça peut Mm. exister aussi sous la forme d'âmes, entités un petit peu prédatrices qui vont te faire croire qu'eux et qui vont prendre toute ton énergie. Il y a aussi ça, ces formes parasites, il ne faut pas les oublier, quoi. Mm. D'accord. En fait, la première question que je t'aurais posée, Gilles, c'est, enfin, ce qui est assez impressionnant dans ton personnage et dans ton être, c'est le côté multifacette, quoi. Oui. Et il y a des gens qui sont médiums, il y a Mhm. des gens qui sont hypnothérapeutes, il y a des gens qui sont spécialistes en énergie, et toi, tu as cette capacité-là en toi, quoi. Donc, comment tu t'expliques ça? Si tu veux, dans cette vie-là, j'ai choisi un rôle de diffusion au niveau du mot, pour les jeunes, pour les adultes dans un autre domaine. J'ai travaillé énormément dans la jeunesse, au niveau de la relaxation, de la méditation, du yoga, même de l'hypnose. Je fais pas mal d'ouvrages là-dessus, qui étaient très difficiles à faire passer, parce que c'était des choses un peu dites magiques. Quand j'ai voulu faire la méditation, je travaillais déjà avec Nathan pourtant, hein. On avait fait des livres-albums sur la relaxation qui avaient très très bien marché, vendus en Chine, en Russie. Enfin, voilà, je m'attendais à ce que ce soit plus simple après. En fait, ça a été beaucoup plus compliqué parce que les choses étant de plus en plus naturelles, ça choquait de plus en plus. Et on m'a dit non, non, la méditation, c'est proche de la religion quelque part. Pourquoi pas la contemplation? Pourquoi pas? Donc je suis tombé à chaque fois sur des têtes de nœuds, il n'y a pas d'autre mot, dans l'édition qui bloquaient les choses. C'est pour ça que je dis au départ, j'ai enfoncé des portes, je suis passé de force, parce que j'ai toujours trouvé un petit peu l'endroit du maillon faible de ces gens-là, qui est l'argent, de leur dire oui, mais si ça marche par contre, imaginez bien que c'est mondial, c'est pas quelque chose que français. La relaxation pour les enfants, il y en a partout dans le monde. Tu vois, donc
Pour ça, j'ai utilisé moi-même ma propre méditation pour me calmer. Je me suis intéressé au vol astral parce que c'était une manière aussi de nourrir l'imaginaire. Mais c'est des choses que j'avais déjà travaillé bien avant de venir. C'est pas quelque chose que j'ai mis en application là, hein. Je rappelle que tout petit, tout ça, je le faisais déjà de base. Donc voilà. Et aujourd'hui, dans la communication avec les défunts, en disant que c'est tout à fait naturel parce que eux en ont besoin et nous on en a besoin aussi, bah, je me heurte aussi à d'autres forces, à d'autres formes, d'autres freins, d'autres têtes de nœuds aussi dans l'édition. Euh, et que j'y vais quand même, et je le fais. Mais pour ça, il a fallu que moi, j'intègre aussi ma part de loisirs, de travail de loisirs, que sont ces techniques sur les menhirs, sur les dolmens, mais qui sont à portée de main de tout le monde. Après, il faut pouvoir les enraciner. Pour les enraciner, j'ai d'une famille à la base alsacienne. Mon grand-père, les années 70, 1870, 1914, 1940, 45, ils ont tous eu toutes les maisons brûlées dans le village. Ils se sont retapés, ils se sont refaits. Quand je l'ai connu, il m'a appris sur 2 mètres carrés à retrouver de quoi manger. En me disant, si un jour ça t'arrive, tu sauras manger. Donc c'était des gens élevés à la dure. Alors je dis pas que j'étais élevé à la dure, hein, ça c'est pas vrai. Plutôt dans un cocon, mais avec des mentalités d'hommes qui disaient, tu t'incarnes, tu fais. Donc tout ce qui m'a servi pour m'incarner et me faire, que j'avais déjà travaillé avant, moi j'y suis allé en me disant ça m'intéresse de voir. Ça a été par les contes, l'imaginaire. Moi j'étais une famille de conteurs. Mon père contait aussi des histoires tous les soirs. Enfin tu vois, c'est des trucs qui t'aident aussi à bien comprendre ce qui t'entoure, à la fois les êtres humains, leurs difficultés, les entités qui les accompagnent, les guides, tout ce qu'il y a dans la nature. Après, tu lis Tolkien, etc. Tout ça, enfin, Andersen, naturellement, et tu t'aperçois que c'est vrai. C'est-à-dire que tu n'es plus du tout dans le fait de dire que c'est que de l'imaginaire. Tu te retrouves face à des forces, face à toi, tu te retrouves dans des endroits où d'un seul coup ta colonne prend feu comme une kundalini qui monte. Tu es réceptif. Et ben ça, t'en fais quelque chose en te disant, à chaque fois que je suis là-dedans, je suis bien. Et le monde qui m'entoure, qui est parfois aigri et triste, devient plus intéressant parce que j'ai cette force en moi qui me permet de le décrypter. Et c'est par l'invisible que moi, j'arrive à décrypter le visible. Mais le visible ne m'aide pas forcément à décrypter l'invisible, c'est pas vrai. Donc ça dépend comment tu es né, comment tu t'es incarné, dans quel but. Et mon but, c'est justement de pouvoir diffuser ça, ce type de sensibilité. Après, les gens, ils testent, ils repoussent, ça marche pas pour eux, mais j'aurais fait mon job. L'important, c'est de partir en me disant, j'ai fait mon job, il a été utile. Bah, après, on verra bien ce que ça donne, quoi. Parfois, ça donne rien, et parfois, ça donne des choses merveilleuses, quoi. Mais il faut y aller. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas une question de temps, hein. Ça peut mettre des vies à comprendre quelque chose. Mais là, par rapport à l'action collective, c'est maintenant, ça c'est certain. Et donc aujourd'hui, les gens peuvent aller sur ton site et réserver une place pour faire une introduction au monde énergétique en Bretagne. Qu'est-ce qu'il faut? Oui, je vais mettre ça en place fin février, en tout cas sur le site déjà. Et ce que je voudrais faire, c'est des rencontres participatives. C'est-à-dire qu'en fait, ça soit accessible à tout le monde au niveau monétaire. Donc, si on est 10, si on est 20, je trouve un endroit, je loue pour 10, je loue pour 20. On se partage les frais, on partage la nourriture. Et puis après, on fait nos tests entre nous, quoi, aussi bien pour le vol astral que pour l'énergétique. Et normalement, on va essayer de... J'ai notre copain breton, là, faut le voir, c'est un vrai pur breton, pur jus. Lui, il est fan de Stephen Greer et de tout ce qui est expérimentation pour faire venir UFO et autres. Donc, c'est pas un stage déjanté. Voilà, procédé sur 5. Mais c'est pas un stage déjanté, c'est très sérieux. Donc, plus on est, plus on pourra partager les frais et moins ça sera cher. Moi, je ne demande rien de particulier au niveau monétaire. Je fais ça, je partage. Moi, j'apprends autant des gens qui sont là. Hein. Les stages que j'ai fait là de formation pour les défunts, la communication va me permettre d'écrire aussi un bouquin par rapport à la manière de mettre en place ça. Et je pense que ce stage-là, ceux que je vais faire cet été, m'aideront aussi à écrire aussi plus ou moins un processus de travail par rapport à l'astral. Et puis on testera sur place ce que ça donne, quoi.
Mais c'est du participatif. Comme ça, voilà, celui qui n'a pas d'argent peut le faire. Et puis je pense que c'est beaucoup plus dans l'investissement que c'est intéressant. Ça n'a pas de prix, quoi. Est-ce que tu imagines que les gens pourront venir comme ça sans plus de préparation que ça, ou est-ce qu'il serait préférable qu'ils se préparent un petit peu? Le mieux, c'est de tout de même avoir une connaissance de ce qui existe comme processus, de les tester, mais un minimum, parce qu'encore une fois, il ne faut pas avoir un challenge là-dedans. Il faut venir vraiment, il faut être capable tout de même de se relâcher, de se détendre, de se concentrer, de respirer calmement. Il se peut que mon fils, Srimanta, vienne aussi travailler avec nous le matin, quelques mouvements de yoga pour que les gens se mettent en forme, comprennent la respiration, et puis après, on se lance. Ça ne veut pas dire que tout le monde partira en astral dans ce genre de stage, mais aura compris une énergie commune qui peut travailler chez lui après. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse déposer un atome de travail, de réussite, de positivité, de constructivité par rapport à ça. Et si ça ne marche pas là, c'est pas un échec. Il faut rafraîchir. Et rafraîchir, ça peut être à n'importe quel moment de votre vie, devant la salle de bain, où vous voulez. Mais cet apprentissage-là communautaire, qu'il faut avoir ensemble, quoi. Et là, il n'y a pas besoin de préparation, parce que à la limite, même ceux qui ont beaucoup de préparation, peut-être que ça marchera mieux pour eux, mais est-ce que ça les aidera plus? J'en sais rien du tout. De toute façon, je sais que par expérience, j'ai vu dans tous les stages d'astral auxquels les gens participent, si tu veux, le résultat, c'est quoi? C'est peut-être 1 sur 1000 qui est parti là-haut, qui a fait un travail de réussite, alors qu'un travail d'affect, mais pas que par rapport au vol astral, par rapport à se retrouver entre humains, penser plus grand que ce qu'on voit avec nos yeux au quotidien, ça peut ouvrir des horizons différentes. Et là, c'est l'impact invisible que ça va amener par rapport aux guides qui sont derrière. Si tu as des gens hyper motivés, hyper disciplinés, mais que tu n'as pas une aide communautaire astrale, il ne se passera jamais rien. Alors ça, il faut être très clair là-dessus. S'ils ne sentent pas l'instructeur, s'ils ne sentent pas les gens qui sont là, dans le sens où ça va être beaucoup plus compliqué après de s'en occuper pour eux, ils vont pas accompagner. Si tu viens dans un esprit vraiment d'échange, de fraternité, en sachant que tu retrouves ce que tu as toujours su, là, c'est différent pour eux, c'est différent. Il n'y a pas les mêmes attentes, il n'y a pas le même stress de se dire qu'il faut un résultat. Ils vont semer la graine dont tu as besoin à ce moment-là par rapport à ce que tu demandes. Si c'est une graine de réussite, ils vont la mettre tout de suite parce que tu es apte à ce moment-là. Si c'est simplement faire trois marches supplémentaires, alors que tu n'en étais qu'à la première, ils vont te le donner aussi, mais ce ne sera pas encore la sortie astrale. Mais il faut leur donner confiance aussi à eux. Il faut tout de même garder dans l'idée que c'est de l'échange et qu'eux doivent aussi progresser. Ils ne sont pas là pour aider l'instructeur à faire de l'argent ou pour que toi, tu prennes le chou. Tu seras encore plus bloqué en sortant de là parce que tu vas être vraiment déçu, ça va t'énerver. Tu as dépensé 400 € dans le week-end. Ils vont te dire, les 400 € tu les mets dans l'alimentation, là, mais tu vas acheter autre chose. Tu prends des choses calmes qui vont te calmer, là. Et puis, tu vas apprendre à te relaxer. Et puis, ne plus attendre de résultats de tout ça, ça va se faire un jour ou l'autre. N'oublions pas que si c'est nécessaire pour toi dans ton évolution, ça se fera. Sinon, de toute façon, tu le vis déjà chaque nuit, obligatoirement. D'accord? Tu empêches quelqu'un de dormir pendant 4 jours, tu le rends fou. Donc, n'oublions pas que c'est tout à fait naturel. Mais cette graine-là, en tout cas, ils peuvent te l'aider à déjà la remplir 1 tiers, à 2 tiers. Et puis, pour une personne qui avait déjà les 2 tiers, ça sera le 3e tiers. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois super avancé. Puis d'abord, qu'est-ce que ça veut dire super avancé, quoi? Tu vois, bon, je dirais Inch'Allah. Faisons confiance. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bon, en tout cas, tu nous diras quand ça se précisera un petit peu au niveau des dates. Moi, personnellement, ça m'intéresserait déjà. Bien sûr. Et puis surtout, ouais, de pouvoir être à ton contact et de pouvoir poser plein de questions pendant plusieurs jours d'affilée, je pense que c'est déjà chouette. Alors si en plus on peut expérimenter des choses et débloquer
les savoirs, Oui, mais là, quand tu me parles de la préparation par rapport aux apparitions, on va dire UFO ou autres, c'est clair qu'il faut être sur la même longueur d'onde au départ. Se dire, d'être en présupposition que c'est un phénomène qui existe déjà. Mais pas en te disant, moi j'ai déjà vu ou j'imagine que. Non, mais c'est tout à fait naturel quand tu regardes le ciel de te dire que quand même, bon, heureusement, il y a d'autres vies qui se baladent à droite à gauche. Et si on est sympathique, si on est bienveillant, et si on est dans l'accueil, s'il n'y a pas de crainte, ça se fera. Eux, ça les intéresse aussi d'être en contact avec nous de cette manière-là, mais ils ne se montreront pas en vaisseau pur et dur. Ils peuvent le faire à distance, mais ils vont surtout venir d'une manière éthérique vers toi. Tu vas les sentir te frôler, tu vas pouvoir voir des lumières, tu vas sentir des guérisons, des choses comme ça. Ça, c'est une vraie, vraie réalité. Et dans les guides qu'on a parfois, quand on parle des guides qui nous entourent, ce sont parfois des êtres comme ceci. Ce ne sont pas forcément que des guides lumineux qui ont vécu sur Terre et qui sont là que pour la Terre, etc. Donc, tu as aussi ce type de guidance que tu peux actualiser, quoi. Mettre dans le présent. Ouais. Je pense que pour les gens qui n'ont jamais eu de contact, que ce soit avec des défunts, des guides ou des êtres éthérés, la grande question, c'est est-ce que voilà, c'est comment on fait, est-ce que je peux y arriver, quoi, tout simplement, quoi. Est-ce que voilà, je ne vais pas passer à côté. Voilà, alors ça c'est le mental parce que il n'y a rien à aller chercher, tout est déjà là. Je crois que pour Paul Guillemot s'est pas trompé en disant ce qu'il y a dans le futur, faut l'amener dans le présent et il se réalise. Tu dis pas j'aimerais que, tu dis je vis ça, je suis ça, je suis. Et là ça va déjà mieux marcher. Ensuite, les rencontres extraterrestres, on les vit quotidiennement intérieurement. On est peut-être, toi et moi, des personnes extraterrestres, mais on l'est, hein, de toute façon, à la base, on est des galactiques. Il ne faut pas oublier que nous sommes des âmes qui se baladons après, on va peut-être retrouver d'autres planètes, pas simplement le cirque humain des âmes humaines qui entourent la Terre. Hein. Tu vas peut-être repartir là-haut avec justement tes compagnons d'âme dans un vaisseau, il y a des tas de choses possibles. Donc on est déjà ça, on est déjà dans l'astral, on vient de l'astral. C'est simplement remettre dans le quotidien du présent ici cette actualité-là, quoi. Nous sommes déjà tout ça. Nous sommes déjà tout ça. Pour ça, les gens disent, oui, mais les gens du futur, c'est peut-être nous déjà réalisés qui venons. Peut-être. On est déjà ça. On est déjà tout ça. Donc, faut pas s'embarrasser de trop de protocoles pour être dans le naturel, mais bon, c'est vrai que la gravité terrestre, encore une fois, les émotions, le mental, faut qu'on ait parasité. Et c'est là où l'énergie du collectif est intéressant et donne une autonomie beaucoup plus forte. C'est que ces êtres-là, en extérieur, qui se baladent, qu'on commence à capter par la pensée en leur disant nous sommes en paix pour vous recevoir et nous sommes à discuter avec vous, ils le captent comme un acte d'amour. Et pour eux, s'ils ont le temps, on va dire, d'y répondre, s'ils veulent y répondre, ils viennent. Il n'y a aucune raison, ils n'ont aucune crainte. Par contre, ils iront tout de suite si tu es mal intentionné. Si c'est les mêmes militaires qui se réunissent disant je suis en paix et mon escadron doit te rencontrer, mais c'est con quand même, quoi. Non, mais c'est tout bête, mais c'est aussi simple que ça, quoi. Il faut un accueil, et puis on est déjà tout ça. Et pour eux, vont nous reconnaître là-dedans. Donc, sachant qu'on est en paix, ils viendront en paix. Mais sinon, ils ne viendront pas, tout simplement. Je vois. Souvent, je me fais la réflexion que nous, ça ne nous viendrait pas à l'idée d'aller dans une fourmilière pour leur expliquer quoi que ce soit. Oui. Je pense que c'est à peu près ce même niveau-là, quoi. Oui, voilà. oui. Écoute, Gilles, je crois que on va peut-être arrêter là parce que on a fait le tour de beaucoup de choses, même si on aurait pu approfondir chaque chose, mais peut-être on le fera dans un autre. Avec grand plaisir en tout cas. Est-ce que tu as un mot de la fin? Tu as quelque chose que tu veux ajouter ou... C'est simplement le travail sur la paix intérieure. Voilà, cette paix intérieure, elle va rayonner sur les gens autour de nous. C'est une réponse à toutes les violences qu'il y a dans le monde. Plus il y a de violence, plus on doit être en paix. On ne doit pas servir à la violence en étant violent soi-même.
Il faut déjà travailler sur soi-même pour que ça s'améliore ailleurs. Et il ne faut pas se cacher non plus de ce qui se passe ailleurs. Si on peut intervenir parfois plus directement, il faut le faire quand même. Il est temps de devenir actif. Voilà. Et j'ai souvent des rêves où on me dit, sur Terre, beaucoup de groupes d'âmes vont se réunir, se retrouver. C'est pour être actifs ensemble. Donc c'est le moment de l'action est là, et je veux bien qu'on médite, qu'on s'apaise avec tout ça, mais il faut retrouver sur Terre les traces de son groupe d'âmes. On le connaît déjà, il faut se laisser guider pour ça, et à partir de là, il faut accepter d'agir, même s'il y a des moments de non-compréhension, parce que ça nous dépasse. Mais il y a un vrai karma collectif qui est en train de se régler, et on ne peut pas ne pas y participer, en tout cas d'une manière ou d'une autre. La manière d'être en paix, c'est aussi une manière d'y participer, d'être actif. C'est la première chose. Après, il y a d'autres marches qui vont venir, et il y aura plus d'engagement qui sera demandé intérieur, d'être plus visible, d'être plus attaquable. Mais on est venu là aussi pour ça, et puis on ne sera pas seul. Voilà. Donc on est à l'aube de grands changements auxquels on va être obligé de participer. Là, c'est pas la peine de se cacher. On y sera. Voilà. Très bien. En tout cas, on n'est pas seul. On est accompagné de l'autre côté, et avec des gens comme toi et d'autres, et ça fait chaud au cœur. Et puis, merci merci pour tout ce que tu fais. Je te remercie, Olivier. Pour ta générosité. Et puis, je recommande vraiment aux gens d'avoir le livre, je le rappelle, à lire, et j'en parlerai dans le journal. Il y a sur Spotify énormément de ressources aussi que je mets moi quand je fais le bain avec le petit, des relaxations, des trucs comme ça, de la musique. Enfin, c'est vraiment génial. Et puis le site que je mettrai aussi en description, Couleur Musicale, où on retrouve ta bio, tout ce que tu fais au quotidien. Et voilà.